C'est vrai que il y a une certaine confusion dans le langage politique sur l'adversaire un peu, hein. Très souvent, on parle du libéralisme autoritaire parfois, on parle de néolibéralisme, on parle d'ultralibéralisme. Il y a toujours le mot libéralisme dans ce qu'on rejette. Et il faut comprendre que derrière ce rejet du libéralisme, en fait, il y a le rejet donc du système, puisque tout le monde est à peu près d'accord pour qualifier notre système actuel, système politique et économique, comme de démocratie libérale. Mais le problème, c'est que le libéralisme, c'est un mot qui ne signifie pas grand-chose concrètement, puisque finalement, c'est quoi le libéralisme? C'est aussi l'état de droit, c'est aussi les libertés fondamentales, et puis c'est aussi la liberté du marché, c'est aussi les inégalités. Donc le mot libéralisme, il a une connotation ambiguë qui fait que ce n'est pas quelque chose sur lequel on arrive à critiquer, ou alors quand on le critique à gauche, toujours, on dit libéralisme économique, ou pour signifier qu'il ne s'agit pas d'un libéralisme politique, on parle de libéralisme autoritaire. Bon, tout ça n'est pas très convaincant parce qu'on voit bien que c'est de la rhétorique. C'est juste une manière de qualifier son adversaire. C'est pas du tout une approche scientifique de ce que c'est que le libéralisme ou le néolibéralisme. Et donc là, on a d'autres auteurs, des scientifiques, des chercheurs, qui ont essayé de caractériser le monde contemporain. Et ce qui me semble premièrement important de définir, c'est justement d'expliquer que le système aujourd'hui n'est pas libéral ou n'est pas que libéral au sens où on l'entend. C'est-à-dire que, et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'un autre terme, et c'est pour cette raison que néolibéralisme est un terme qui convient. Alors pourquoi est-ce que l'économie aujourd'hui n'est pas libérale au sens où on pouvait l'entendre au XIXe siècle? Parce que le libéralisme, au départ, il est fondé sur la doctrine du laisser-faire. Laisser-faire, c'est-à-dire laisser les marchés s'auto-organiser, avoir un État qui soit concentré sur la préservation de la propriété privée, sur l'État gendarme, l'État minimal en quelque sorte. Alors, le libéralisme ne dit pas qu'il ne faut pas du tout d'État, mais le libéralisme de laisser-faire dit que l'État doit en quelque sorte se concentrer sur ses prérogatives régaliennes. Or, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un système qui, de fait, vise à un État minimal, puisque l'État représente une force importante, y compris au niveau économique. Je veux dire, la sécurité sociale, c'est aussi une émanation, alors non pas de l'État au sens strict, mais des pouvoirs publics au sens général. Euh, L'éducation, globalement, quand on regarde euh, la part comment dire, le rôle de l'État dans l'économie, il est prépondérant. Et donc dire qu'on est dans le laisser-faire et dans l'état minimum minimal, c'est faux en fait. Et du coup, ça permet d'ici de réfléchir sur, mais alors du coup, est-ce qu'on n'est plus du tout dans le libéralisme? Est-ce qu'on est dans une forme de keynésianisme achevé? Eh bien, ça aussi, c'est pas vrai. Ou ce n'est pas que vrai, parce que le keynésianisme, c'est-à-dire l'intervention de l'État comme régulateur de l'économie, il s'est beaucoup transformé, puisque finalement, l'État a organisé beaucoup de ressources, a mis en place beaucoup de ressources pour accompagner le fonctionnement du marché. C'est-à-dire que le tournant des années 80, c'est pas un tournant quantitatif, c'est un tournant qualitatif. J'explique ici ce que je veux dire. Quand on regarde les grandes dépenses publiques, il n'y a pas eu de baisse, il n'y a pas eu de rupture forte, en tout cas en France et dans la plupart des pays, en fait, il n'y a pas eu d'effondrement des dépenses publiques. Par contre, il y a eu une autre manière de dépenser l'argent, une autre manière de réguler l'économie. Et du coup, quand on veut comprendre ce qui change, ce qui aujourd'hui change par rapport aux années 70, eh bien, on ne peut pas juste dire c'est moins d'État, en fait. Parce que c'est pas moins d'État, c'est un État qui fonctionne différemment. Et c'est ça qu'exprime le néolibéralisme. Alors, du coup, ça permet ici de réfléchir, bah, c'est quoi le néolibéralisme? Alors, le néolibéralisme, c'est un État, on peut dire pour résumer, c'est un État au service du marché. C'est-à-dire que c'est pas l'État minimal, le marché contre l'État. Ça, c'est la vision libérale classique, c'est-à-dire qu'il y a un marché autonome et puis un État qui est lui aussi autonome d'ailleurs, hein, qui fait ses choses et le marché qui fait ses choses, hein, chacun devant interagir avec l'autre le moins possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le marché vienne prendre les prérogatives régaliennes de l'État, bien sûr, mais il ne faut pas non plus que l'État vienne expliquer aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent sur le marché, ce qui dénaturerait les mécanismes d'autorégulation du marché, nous disent les libéraux. Donc ici, le néolibéralisme, c'est un État qui est interventionniste. Mais quel est son type d'intervention? Ben, c'est en soutien au marché. Et donc ça veut dire ici qu'on va considérer que le rôle premier de l'État, c'est d'organiser, de réguler
de faire fonctionner le marché. Alors cette doctrine qui vise à réformer le libéralisme classique, c'est-à-dire le libéralisme du laisser-faire, pour arriver vers un État interventionniste, eh bien, elle n'est pas venue de nulle part. Et alors, ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai essayé de faire, moi, dans mes deux livres, hein, Populisme et néolibéralisme et Déclin et chute du néolibéralisme, c'est de montrer quels sont les intellectuels, à quel moment, quels sont les intellectuels et à quel moment ils ont conçu ce projet néolibéral. Et en fait, ce projet néolibéral, il remonte aux années 30. C'est-à-dire que c'est au moment de la crise des années 30 que tout d'un coup, le laisser-faire est totalement discrédité. On voit bien que quand on est en crise, il faut bien que l'État fasse quelque chose. Et il est pourvu quand même d'un pouvoir démocratique, et donc il faut qu'il agisse. Et il ne peut pas juste dire, eh ben, écoutez, c'est le marché, c'est comme ça, moi, j'y peux rien. Hein, c'était un peu comment dire, ce que disait Hoover aux États-Unis, aux Américains, au début des années 30, je vois le bout du tunnel, la situation va se rétablir spontanément. Bon, évidemment, ça ne marchait pas. Et donc, les néolibéraux se sont posé la question, se sont posé deux questions. La première question, c'est comment, comment réinterpréter finalement le marché? C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont posé la question de la nature du marché et de la nécessité d'avoir des institutions politiques et juridiques pour faire fonctionner le marché. Donc ça, cette réflexion, elle est en particulier menée par l'école ordolibérale, qui est une forme de néolibéralisme. Hein. Moi, j'oppose pas l'ordolibéralisme et le néolibéralisme, c'est la même chose, mais avec comment dire, une perspective un peu différente. Les ordolibéraux, c'est des économistes allemands de l'école de Fribourg qui sont, dans les années 30, anti-nazis, mais qui essayent de réfléchir sur pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le nazisme est arrivé. Et ils disent il faut préserver, il ne faut pas croire que le marché puisse exister de manière naturelle, que la concurrence puisse exister de manière naturelle. La concurrence peut s'affaiblir, la concurrence peut dégénérer. Et quand elle dégénère, on va avoir apparaître des cartels. Et ces cartels, nous disent ces économistes qui sont beaucoup inspirés par le droit, finissent par engendrer des monopoles locaux et discréditer le marché. Et à la fin, on arrive à Hitler. C'est un peu, je résume, mais c'est un peu la pensée des économistes et des juristes de l'école de Fribourg. Et donc, ils disent, pour empêcher cette dégénérescence du marché, eh bien, il faut que l'État veille au bon fonctionnement du marché. Donc ça, c'est la première chose, c'est tous les néolibéraux pensent que le marché n'est pas un système naturel. Il a besoin d'institutions politiques et juridiques pour fonctionner correctement. Et puis la deuxième idée, c'est ben, qu'est-ce qu'on peut faire si on pense que le marché n'est pas un système naturel? Il faut donc que l'État se mette au service du marché pour qu'il fonctionne. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Alors pour les néolibéraux, il doit d'abord préserver la concurrence. Donc ça, c'est très important pour les néolibéraux allemands, hein, la question de la concurrence. Mais on va voir après apparaître d'autres prérogatives. Il faut notamment avoir un système monétaire qui soit neutre, c'est-à-dire que là aussi la question de la monnaie se pose dans les années 30, puisque avant, dans le 19e siècle, on avait un principe d'étalon or. Comme on dit, la monnaie était fondée sur l'or et l'argent. Enfin, l'or et l'argent au départ, et puis très vite, ça va devenir l'or tout seul. Et donc, ça voulait dire que ça externalisait les politiques monétaires, c'est-à-dire qu'en gros, on n'avait pas à s'occuper de la monnaie, puisque on devait juste s'occuper de préserver le taux de change de la monnaie en métaux précieux. Mais dans les années 30, ça ne marche plus parce qu'il y a des pays comme l'Allemagne en particulier qui n'ont plus de réserves en or ou plus assez de réserves en or. Donc, comment fait-on pour préserver un système d'étalon or alors qu'on n'a pas d'or? Inversement, il y a des pays qui avaient trop d'or. Donc, du coup, il faut qu'ils démonétisent une partie de leur or. C'est le cas de la France à cette époque. Donc, tout ça pose plein de questions. Très vite, on va s'apercevoir que l'état or n'est pas soutenable. Donc, ça veut dire que la monnaie doit être gérée par l'État. Et du coup, se pose la question de comment on gère la monnaie quand on est l'État. Et la monnaie est évidemment indispensable au marché, mais il faut qu'elle soit peu inflationniste. Et donc, il y a toute une partie des théories néolibérales qui vont s'intéresser à la manière de gérer l'argent pour éviter l'inflation. Et ça, c'est ce que moi j'appelle peut-être un peu brièvement, mais pour moi, c'est ça au fond, c'est le monétarisme, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des politiques monétaires qui ont pour but premier de lutter contre l'inflation, c'est-à-dire d'éviter que la monnaie soit un instrument au service du politique pour défendre ses propres intérêts et ainsi dénaturer la monnaie et par là même dénaturer le marché. Pourquoi l'inflation est un problème pour un néolibéral? Parce que
du point de vue néolibéraux, on va aussi réinterpréter le marché comme un instrument d'organisation de la société. Donc ça, c'est pas complètement nouveau. Mais ce qui fait que le marché organise la société, c'est qu'il détermine des prix, il crée des prix. Et en fait, ce sont les prix qui ajustent les comportements. En gros, quand le prix augmente, on va moins acheter, plus offrir, et puis quand le prix baisse, on va au contraire plus acheter, moins offrir. Donc le mécanisme qui permet d'organiser la société économique, du point de vue, j'ai envie de dire, des néolibéraux, mais aussi des libéraux et de beaucoup d'autres économistes, c'est le prix, c'est le système de prix. Et donc, ce qui est la fonction première du marché, c'est d'agréger les comportements des individus, c'est-à-dire, moi je suis sur le marché, je vais acheter, je vais vendre, etc. Et d'en déduire de cet agrégat, de cet ensemble de comportements, d'en déduire un mécanisme de prix qui va permettre de coordonner ensuite mieux les comportements et ajuster l'offre et la demande, hein, en fait, pour le dire simplement. Et donc, si les prix sont si importants, il faut qu'ils soient un minimum stable. C'est-à-dire, bien sûr qu'ils doivent s'ajuster au changement de l'économie. Mais si on a de l'inflation, ça fausse tout, en fait. C'est-à-dire que les prix sont très instables. Ça veut dire qu'on ne peut plus prévoir grand-chose. Donc, on ne peut plus faire de plans sur l'avenir. Or, l'économie, c'est du temps long, c'est des investissements sur plusieurs années. L'inflation dénature la capacité des agents économiques à calculer, à faire leurs calculs et notamment les producteurs, ceux qui sont sur le temps long, et à organiser la production. Donc, l'inflation est un mal parce qu'elle dénature les calculs des agents économiques. Donc les quatre piliers, hein, donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est les néolibéraux, ils disent le marché ne se suffit pas à lui-même, il a besoin d'institutions. Ces institutions, donc c'est l'État qui doit les mettre en place, et donc c'est l'État au service du marché. Et donc qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Préserver la compétition, la concurrence, euh, avoir une monnaie stable et la gérer, puisqu'on peut plus laisser la monnaie uniquement dans le cadre de l'étalon or. Et puis, deux autres choses très importantes, évidemment, préserver l'ordre social, parce que le marché doit être légitime socialement, il doit être accédé vers les gens, sinon ça ne fonctionne pas. Hein, c'est tout le problème du communisme. Il faut répondre aux communistes qui disent le marché ne fonctionne pas, donc il faut nationaliser tous les moyens de production. Donc les niveaux libéraux vont essayer de trouver un système qui permet d'avoir ce qu'ils appellent une économie sociale de marché. Et puis, dernier élément, le libre-échange. Alors, le libre-échange, c'est vraiment un des piliers qu'on va retrouver chez tous les néolibéraux. Organiser le marché le plus grand possible, c'est-à-dire une mondialisation, la globalisation. Et ça, c'est important parce que ça empêche l'État et même les cartels et les entreprises individuelles d'influencer le marché. C'est-à-dire que plus le marché est vaste, moins il est facile pour un acteur individuel de l'influencer. Et donc, plus il est performant, le marché. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est ces quatre piliers. Alors, les piliers, ils tiennent quelque chose. Ils tiennent quoi? Eh bien, ils tiennent cet idéal qui est le mécanisme des prix de marché en concurrence. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a la concurrence, parce qu'on a une monnaie forte et stable, parce qu'on a l'ordre social et le libre-échange, qu'on va avoir un système de prix qui va être pertinent. Donc en fait, on voit ici que chez les néolibéraux, tous ces piliers, ils ont un objectif, maintenir un système de prix qui permet d'ajuster les comportements. Et tout ça, donc ce temple-là que j'ai un peu décrit, il repose sur un socle. Le socle, c'est les principes du droit, puisque chez les néolibéraux, l'état de droit, c'est un truc très important. Qu'est-ce que ça veut dire l'état de droit? Ben, ça s'oppose à un système autocratique, ça s'oppose à l'idée qu'on va avoir des interventions discrétionnaires dans l'économie. Et ce qui empêche le discrétionnaire, ben, c'est la règle, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir un état de droit. Et ça, c'est vraiment le fondement. Hein, alors, on est tous, moi, je suis personnellement tout à fait d'accord avec l'état de droit. Hein, j'ai juste de présenter l'ensemble du système néolibéral. Donc, l'état de droit, ça veut dire un système juridique indépendant. Ça veut dire que le président, enfin le chef d'État, quand il est élu ou le gouvernement, ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit toujours suivre une règle. Et on va le retrouver au sein de l'Union européenne, hein, parce que je sais que Gavroche est assez intéressé par ces questions-là, c'est-à-dire l'état de droit européen, c'est la limitation en fait du pouvoir politique par les traités européens en fait, hein, c'est ça. Hein, ça va évidemment jusque-là. Mais on pourrait avoir un état de droit qui laisserait davantage de manœuvres bien sûr aux politiques. Voilà, donc c'est ça le néolibéralisme, cette vision. Alors, je termine un truc, c'est pas une théorie le néolibéralisme, c'est une doctrine. Et c'est important de distinguer les deux. Une théorie, c'est comment dire une réflexion cohérente qui permet de comprendre le monde. Une doctrine, c'est une norme, c'est normatif. Ça dit au gouvernement, à l'État, ce qu'il doit faire.
Et donc le néolibéralisme, c'est une doctrine dans le sens où ça permet de dire aux responsables politiques ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et donc, en gros, préserver la concurrence, bah, c'est bien. Avoir une monnaie stable, c'est bien. Par contre, jouer avec la monnaie, ça risque de créer de l'inflation, c'est pas bien. L'état de droit, c'est bien. Le discrétionnaire, c'est mal. Le libre-échange, c'est bien. Le protectionnisme, c'est mal. Donc, en fait, ce qu'on comprend derrière le néolibéralisme, c'est que c'est une forme de représentation systémique de ce que doit faire l'État. Et c'est en ce sens que c'est au cœur de nos représentations et de nos comment dire, de ce que font les gouvernements aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas, si on veut interpréter la politique d'Emmanuel Macron, mais auparavant celle de Hollande, celle de Sarkozy, et puis ça fait quand même 40 ans qu'on est là-dedans, eh bien, on doit l'interpréter à l'aune de cette normativité, c'est-à-dire cette doctrine qui dit ce qu'il faut faire. Et tant que cette doctrine elle est dans les têtes, eh bien, en fait, les gouvernements vont se comporter de cette façon-là. Donc c'est ça qui permet de comprendre ce que c'est que le néolibéralisme. C'est pas en soi un mal ou un bien. C'est pas le grand Satan contre lequel on veut lutter. C'est pas la question n'est pas là. La question c'est que c'est un système de représentation cohérent qui dicte l'action politique. Et c'est ça moi qui m'intéresse personnellement. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer dans ces deux ouvrages. C'est vrai que le néolibéralisme se nourrit d'un débat important dans l'histoire de la pensée économique, qui est le débat sur le calcul, sur le débat sur le calcul économique en régime socialiste. Voilà, pardon. Donc le régime socialiste, c'est quoi? Ben, c'est l'URSS, hein, donc 1917, la révolution d'octobre, et la mise en place d'une économie administrée, c'est-à-dire où tous les moyens de production sont entre les mains de l'État. Alors ça va devenir progressivement, hein, ça ne va pas arriver dès 1917, mais ça va se mettre en place quand même assez vite. Et donc la question se pose, savoir est-ce que ce système soviétique, système économique où il n'y a plus de marché en fait, hein, alors il y a des gens qui achètent et qui vendent. Quand je dis il n'y a plus de marché, il faut comprendre qu'il n'y a plus de marché libre, c'est-à-dire que les prix ne sont pas des prix de marché décidés par les acteurs individuellement, ils sont décidés par une autorité centrale qui est l'Union soviétique, hein, le bureau économique, hein, qui va dire quels sont les prix, combien il faut produire des choses et à quel prix il faut les vendre aux gens. Donc c'est une économie planifiée, hein, c'est de là d'où vient le terme, centralisée. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que ce système est viable? Et von Mises, donc écrit en 1920 un premier article qui s'appelle Le socialisme, enfin un premier article, puis en 1922 un premier livre qui lui s'intitule Le socialisme, et il va dire que c'est pas viable. Alors son argumentation, c'est de dire ben, en fait le problème, c'est que les marchés, ils servent à déterminer les prix des choses. Et si on n'a pas, si on est soi-même producteur de quelque chose, on a besoin d'avoir un référentiel de valeur, donc qui est donné par le marché, qui est extérieur à soi, pour faire un calcul économique. Qu'est-ce que c'est un calcul économique? C'est, bah, je fais une action, j'ai le choix entre faire cette action ou une autre, pour savoir laquelle est la plus rentable, laquelle est la plus intéressante. Je vais regarder ce que me rapporte cette action, ce qu'elle me coûte. Je vais comparer à ce que me rapporte et coûte une autre action. Hein, je veux pas, par exemple, je veux produire des savons. Voilà, j'ai de l'huile pour produire des savons. Est-ce que cette huile, elle est plus utile dans la production de savon ou est-ce qu'elle est plus utile en huile alimentaire, par exemple? Je dis n'importe quoi, hein, mais pour comprendre l'usage d'un même bien peut faire différentes choses. Bon, si pour savoir si cette huile doit être utilisée pour faire du savon, je vais regarder ce que me coûte globalement la production d'un savon et ce que me rapporte sous forme de vente la vente du savon. Or, et puis je vais comparer ça à l'usage de l'huile dans un autre usage, hein, la cuisine ou je sais pas quoi. Donc la question qui se pose, c'est un industriel, il ne peut faire ce calcul que parce qu'il a des prix qui sont déterminés par le marché. Dans un régime soviétique, eh bien, il n'y a plus de marché. C'est l'État qui décide des prix. Et alors le problème, c'est que si l'État, il est à la fois le décideur de l'usage des ressources et en même temps le décideur des prix, alors bah, en fait, et vous voyez bien, il ne peut pas décider de manière claire ce qu'il faut faire. Ou en tout cas, s'il a décidé de produire du savon, quoi qu'il en coûte, eh ben, il n'a qu'à changer les prix et puis le savon pourra toujours démontrer que le savon est rentable. C'est-à-dire que le marché, il donne une indication extérieure qui permet de rationaliser le processus de décision. Si on n'a plus de marché, donc on n'a plus de détermination de prix clair, on peut soi-même décider des prix, alors ben, du coup, tout ce qu'on veut faire, on va pouvoir démontrer que c'est rentable. Donc finalement, on ne sait plus comment choisir et on est en fait dans un système, euh, on peut dire, à autoréférentiel. C'est-à-dire que
on est soi-même la référence de ce qu'on veut faire. Bah oui, d'accord, mais dans ce cas-là, comment peut-on savoir si ce qu'on fait est bien pour les autres? Et donc là, le Mises dit, en supprimant le marché, on supprime la capacité des acteurs, et notamment de l'État, euh, à faire des calculs économiques. Et donc, on supprime, nous dit Mises, la rationalité économique. Il n'y a plus de rationalité économique. Donc, le système soviétique va forcément s'effondrer. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il écrit ça en 1920-1922, mais le système soviétique, il va encore durer 70 ans, hein. Donc, en réalité, il s'est trompé. Mais ce qui est intéressant, c'est que son argument, logiquement, il est parfaitement fort. Et il va être utilisé ensuite par Hayek pour dire, mais en fait, pourquoi les marchés sont efficaces? Parce qu'ils permettent de véhiculer l'information. C'est-à-dire que l'État, il ne peut pas agir tout seul parce qu'il n'a pas d'information sur ce qui se passe réellement dans la société. Et si on va avoir si on va avoir de l'information sur ce qui se passe réellement dans la société, on a besoin des prix, puisque des prix de marché, parce que par l'intermédiaire des achats et des ventes, les gens, ils vont, par leur comportement, ils vont véhiculer une information qui va s'intégrer au prix. Et les prix, finalement, c'est ça qui vont permettre de comprendre ce qui se passe dans la société. Un exemple que donne Hayek, c'est si vous avez, je sais pas, une mine de cuivre qui s'effondre, la production de cuivre va donc s'effondrer, et donc le prix du cuivre va augmenter, donc les gens vont économiser du cuivre. Ben, s'il n'y a pas des prix qui sont des prix de marché, eh bien, on ne sait pas s'il faut économiser du cuivre en réalité. Et donc, il dit, ce que dit Hayek, c'est que le marché, c'est un outil extrêmement efficace et performant pour véhiculer l'information jusqu'au consommateur, jusqu'à l'utilisateur. Et cette information, eh bien, elle n'a pas besoin d'être transmise telle quelle. On n'a pas besoin de savoir si une mine s'est effondrée, je sais pas, dans n'importe quel pays. On n'a pas besoin de savoir euh, les tenants et les aboutissants des choses. On a juste besoin de regarder les prix. Si les prix sont plus élevés, ben, on va changer son comportement. Et ça, c'est la force, nous dit Hayek, du marché. À l'inverse, l'État, ben lui, il peut avoir de l'information, hein, il peut avoir des statistiques, il peut collecter des données, il peut demander aux gens des choses, mais il n'aura jamais toute l'information parce que l'information cachée, euh, celle que les gens ont et ne veulent pas divulguer, elle n'est réellement visible qu'à travers un comportement de marché. C'est-à-dire que moi, je peux avoir des choses que je n'ai pas envie de dire à l'État ou aux gens, mais après, j'ai avoir un comportement qui va s'appuyer sur mes connaissances. Et donc, mon comportement économique, comme il est rationnel, eh bien, il intègre l'information que j'ai et que je ne veux pas divulguer. Et donc, Hayek nous dit, l'État ne pourra jamais organiser un système économique de manière efficace parce qu'il n'aura jamais accès à toute une partie de l'information, alors qu'une économie de marché, eh bien, elle va utiliser l'information cachée des gens pour la véhiculer à travers les prix. C'est ça la grande force de ce débat et cette théorie. Et donc, en fait, ça renforce quoi dans le néolibéralisme? Ben, ça renforce l'idée que les marchés ont pour fonction première de déterminer des prix et qu'ils sont efficaces dans cette détermination de prix que s'ils ne sont pas empêchés, qu'ils ne sont pas trop régulés, que si on les laisse faire, on laisse les individus agir sur les marchés et par leurs actions, eh bien, ils vont engendrer des prix. Et donc, ça renforce l'idée que l'État doit être au service du marché dans ce rôle de détermination des prix. Et oui, et c'est la grande question à laquelle j'ai même pas de réponse, en fait, et à laquelle personne n'a de réponse. Il faut comprendre qu'il y a deux sortes de prix. Les prix des biens de consommation et les prix des biens de production. Alors bien sûr, parfois, une marchandise peut être utilisée pour produire ou pour consommer. Mais il faut comprendre que par exemple de l'acier, bon, on ne va pas à Carrefour acheter de l'acier brut, quoi. Une tonne d'acier. Non, l'acier, c'est vendu aux entreprises qui vont ensuite produire des voitures avec qu'on va acheter. Donc il faut comprendre qu'il y a des biens d'équipement, des biens, des ressources, des matières premières qui servent à produire et puis des produits finis qui servent à acheter. Alors, si on distingue, c'est important de distinguer les biens de production, donc les biens qui servent à produire, et les biens de consommation, même si parfois, encore une fois, l'énergie, par exemple, c'est à la fois un bien de production et un bien de consommation. Donc la frontière est parfois un peu floue, mais du point de vue de la théorie de Mises, ce qui est le plus important, c'est les biens de production. C'est surtout
que les biens de production sont déterminés par les prix, parce que c'est là où les calculs sont importants. Hein. J'ai dit tout à l'heure, les calculs sont beaucoup plus importants pour les producteurs que pour les consommateurs. Bien sûr, soi-même, on fait des calculs quand on achète des choses, on prévoit ses vacances, on prévoit son budget, etc. Ça, c'est normal. Mais ça n'a pas d'impact macroéconomique. Par contre, une entreprise qui va créer une usine, elle a intérêt à faire un calcul correct, parce que si elle fait un mauvais calcul, son usine ne sera jamais rentable, elle va disparaître, on aura gaspillé énormément de ressources. Donc, si on doit choisir le prix, le marché est plus important lorsqu'il détermine les prix des biens de production, a priori, que lorsqu'il détermine les prix des biens de consommation. Et, or, et ça justifie aussi, pour Mises et pour les néolibéraux, le fait que les biens de production, donc le capital, doit être organisé par un marché. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir vendre, acheter une usine, une entreprise. Il doit y avoir un marché des biens de production, un marché du capital, qui doit être développé, parce que c'est là où on va évaluer la valeur des choses, et donc notamment la valeur des biens productifs. Euh, Néanmoins, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a quand même quelque chose qui arrive après les années 30, c'est évidemment c'est la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, en fait, elle change tout. C'est-à-dire qu'on ne peut plus organiser l'économie à partir du marché. Parce que le principe de l'économie de guerre, et enfin, je veux dire, la Seconde Guerre mondiale, de toutes les guerres qui est connue, alors peut-être aujourd'hui on va venir aussi là-dedans, mais avec la guerre en Ukraine, mais on en est encore très loin. C'est de toutes les guerres, c'est la guerre qui est la plus industrialisée. C'est-à-dire que la question, c'est combien on perd de chars, de ressources dans la guerre. Si on arrive à produire plus que ce qu'on perd, alors l'armée se renforce. Et donc tout l'enjeu pour les États-Unis en particulier, parce que c'est eux qui vont vraiment mener la guerre industrielle, mais de l'autre côté, l'Union soviétique, en fait, ça va être la même chose, hein, c'est d'arriver à avoir un système industriel qui produise suffisamment pour s'assurer la victoire à la fin. Et ça, évidemment, ça veut dire que l'État doit prendre le contrôle de l'économie, en tout cas d'une partie de l'économie, c'est-à-dire l'industrie d'armement. Mais derrière l'industrie d'armement, bah, il y a tout un ensemble de ressources qui peuvent être utilisées pour des besoins civils ou militaires. Par exemple, l'acier, ça peut servir à fabriquer des voitures ou des chars ou des bateaux, etc. Donc, l'idée de l'économie de guerre, aux États-Unis en particulier, donc c'est surtout ça que j'ai étudié parce que c'est là où on a les archives les plus simples, hein, à étudier, euh, c'est qu'il faut donc du coup maintenant réorienter l'économie pour produire des chars et des bateaux et non plus des objets de l'industrie civile. Or, on a une limite à produire. On a un nombre d'aciéries, on a un nombre de salariés, on a un nombre de mines qui sont définis. Et donc, si on laisse le marché s'autoréguler, les commandes publiques de l'État vont complètement assécher les besoins de la société civile et on va avoir des gens qui seront très mécontents parce qu'on va avoir des pénuries. Ça peut être aussi sur l'alimentaire, hein, le blé, parce que le blé peut nourrir des soldats ou des familles. Hein. Et donc, c'est plus possible de laisser le marché déterminer des prix. Donc, il va y avoir un contrôle des prix. Ce contrôle des prix ne va cesser de se renforcer aux États-Unis. Il va commencer dès les années 40, c'est-à-dire avant même l'entrée en guerre des États-Unis. Il y a une réflexion sur la planification de l'industrie de l'armement. Parce qu'il faut déjà se réarmer. Les Américains commencent à se réarmer très tôt, hein, et bien avant Pearl Harbor. Et donc, si on se réarme, eh bien, on va avoir des ressources qui vont s'être réorientées vers l'industrie militaire, et donc moins de ressources vers les gens. Et donc, ça va créer des mécontentements. Donc, évidemment, pour éviter les mécontentements, eh bien, on contrôle les prix. Et ce contrôle des prix, il ne va cesser de s'étendre, de s'amplifier, jusqu'à ce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 90% des prix soient contrôlés par l'État. Alors, on comprend bien que le contrôle des prix, ben, c'est l'antithèse du néolibéralisme. Hein, voilà. Mais d'un autre côté, ce n'était pas possible en temps de guerre de faire autrement. Puis il faut comprendre aussi que les néolibéraux des années 30, ils ne sont pas entendus par les responsables politiques. Je veux dire, ils n'existent pas intellectuellement, enfin politiquement, ils n'existent pas. De toute façon, l'adversaire, c'est l'Allemagne nazie, c'est le Japon. Donc, il faut qu'on fasse tout pour détruire le Japon et l'Allemagne nazie. Donc, il faut qu'on produise à fond dans l'industrie des armements, quitte à réorienter les ressources vers les armées plutôt que vers la société civile. Bref, tout ça pour dire que le pli est pris, pardon, le pli est pris, c'est-à-dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'État, il a une administration qui contrôle les prix qui fonctionne très bien. Évidemment, bah, tout ça est contraire à ce que veulent les néolibéraux, en particulier parce que ce qui intéresse le plus l'État, c'est de contrôler les prix des moyens de production, puisque c'est là que va déterminer le coût de production de l'industrie des armements. Bon, en 1945, la paix est signée avec l'Allemagne nazie, puis avec le Japon. Et donc,
Que fait l'État américain? Il pourrait dire, eh bien, je supprime tous les mécanismes de contrôle des prix, et puis je reviens à l'économie néolibérale. Mais en fait, évidemment, il ne fait pas ça. D'abord parce qu'il ne pense pas, il ne croit pas au néolibéralisme. Je veux dire, il n'y a pas de... Vraiment, dans les sphères politiques de l'époque, cette idée-là n'existe pas, en fait, simplement. Et puis parce que finalement, c'est bien pratique de contrôler les prix, d'autant plus qu'il faut reconstruire l'Europe, qu'il faut réorganiser toute l'industrie, parce que maintenant, il faut évidemment produire moins d'armes, enfin, on va en produire beaucoup, hein, mais il faut quand même redonner un peu de souffle à la société civile, hein, avoir les dividendes de la paix. Et puis en Europe, bah, il faut tout reconstruire, et ça demande de la planification. Et donc, cette reconstruction européenne va inciter la plupart des responsables politiques à maintenir un contrôle des prix de tous les biens de production. Alors, tous les biens de production, c'est quoi? C'est l'agriculture. Alors, dans le livre, j'explique beaucoup, hein. Alors, en plus, la régulation des prix agricoles aux États-Unis, ça vient avant la Seconde Guerre mondiale. C'est lié à l'industrialisation, à la mécanisation des campagnes aux États-Unis, qui est une catastrophe sociale. Je ne reviens pas, c'est développé dans le bouquin, si vous voulez, on pourrait y revenir plus tard, mais c'est un sujet annexe. Donc les prix agricoles, très importants en France en particulier, pour relancer l'industrie agroalimentaire, eh bien, on a les intrants qui sont les produits agricoles, notamment la betterave à sucre, le blé, etc., et tous les céréales globalement. Et tout ça va être contrôlé par l'État. Et ça va donner la PAC ensuite, à partir de 62, dans la politique agricole commune. Euh, euh, il faut contrôler l'énergie. Donc ça, c'est très important. Donc là, on va nationaliser tout un ensemble d'industries pétrolières en France. On va avoir EDF. On va avoir dans tous les pays, on va avoir un système de contrôle des prix de l'énergie. C'est les matières premières. Alors on va avoir des grandes entreprises extractives qui vont aller euh, exploiter les matières premières dans d'autres pays. Et puis le travail et le capital. Alors, le travail, bon, il y a d'avoir des négociations avec les syndicats dans tous les pays du monde, c'est l'État social qui va arriver à l'après-guerre. Et puis, le capital, eh bien, c'est Bretton Woods, c'est-à-dire Bretton Woods, c'est les accords de Bretton Woods de 1944 qui organisent un régime de monnaie internationale régulé où les taux de change sont déterminés par le politique. Et puis, on va avoir donc un cloisonnement des marchés financiers avec des banques centrales qui seront pas du tout indépendantes et qui auront pour objectif d'accompagner le redressement économique avec des taux d'intérêt faibles. Donc, si on récapitule, le système économique d'après-guerre, le système dit keynésien des Trente Glorieuses, c'est un système où l'essentiel des moyens de production ont des prix qui sont contrôlés par l'État. L'énergie, les matières premières, le travail, le capital, les produits agricoles, tout ça, alors, si ce n'est pas directement décidé par l'État, c'est sous son contrôle. Et c'est très intéressant de voir qu'en 62, Kennedy va engueuler les sidérurgistes américains parce qu'ils ont augmenté leur prix et que ce n'était pas conforme à la planification qui était prévue. Et donc, il interdit, hein, Kennedy interdit aux industriels sidérurgiques d'augmenter les prix de l'acier. Alors bien sûr, tout ça, ça concerne les moyens de production, mais pas du tout les biens de consommation. On a encore un marché libre, ou plus ou moins libre a priori, dans les biens de consommation. Là, il y a la concurrence, il y a les gens, pour les gens, les prix qui les intéressent, eux, c'est-à-dire les prix qu'on voit dans les supermarchés, eux, ne sont pas du tout contrôlés par l'État. Alors, il y a quelques prix qui sont contrôlés par l'État, jusque très longtemps, dans les années 70, le prix de la baguette de pain en France, par exemple. Et ça, c'est une politique sociale. Mais l'essentiel dans tous les pays du monde, hein, en fait, les pays capitalistes développés, je veux parler, eh bien, on ne va pas s'intéresser aux biens de consommation, mais on va contrôler les biens de production. Et c'est là que c'est intéressant, parce que du coup, on ne fait pas du tout ce que dit Mises. Euh, du coup, a priori, comment fait-on pour déterminer des prix? Comment fait-on pour faire en sorte que le système soit performant, bien que les calculs économiques puissent plus vraiment se faire? Eh bien, ça marche quand même. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que contrairement à ce que disent les néolibéraux, ce que théorisent les néolibéraux, le contrôle des prix des moyens de production, alors de manière, encore une fois, quand j'y contrôle des prix des moyens de production, c'est pas détermination de tous les prix, on n'est pas dans un système d'économie planifiée, on a un système simplement où l'État, où les pouvoirs publics ont les moyens de décider d'un certain nombre de prix, voire de contrôler un certain nombre de prix ou d'augmentation. Alors, pour l'agriculture, on décide des prix, hein, la PAC, on décide des prix de tout.
Pour l'acier, on ne décide pas des prix. On va dire aux sidérurgistes, attention, faites gaffe. Pour le pétrole, la même chose. C'est-à-dire que le pétrole, il est exploité par les compagnies occidentales, essentiellement américaines, anglo-saxonnes, dans des pays qui ont aucune capacité à exploiter eux-mêmes leur pétrole, donc du coup, qui ont aucune marge de manœuvre. Hein. Et ça va durer jusqu'aux années 70. Euh, et donc, bah, les prix du pétrole sont très peu chers. Et évidemment, ça permet d'avantager la reconstruction et la réindustrialisation de toutes les économies capitalistes développées. Voilà, donc effectivement, le néolibéralisme théorisé dans les années 30 est complètement oublié et on va mettre en place une politique qui est radicalement différente de celle proposée par les néolibéraux, fondée sur le contrôle des prix des moyens de production. Et ça va durer jusqu'aux années 70. Alors, les néolibéraux, effectivement, ils ont toujours dit que le problème, c'était la monnaie. Donc, c'est là où on va revenir les monétaristes des années 70, c'est-à-dire Friedman, Hayek disent le système est trente glorieuse parce qu'il contrôle la monnaie, eh bien, il est fondamentalement inflationniste. Alors, c'est vrai qu'il y avait une inflation dans les années 50 et 60, mais l'inflation restait contenue. C'était 4-5%. Et puis, dans les années 70, l'inflation explose. Et tout cela font que les néolibéraux ressortent du bois. Hayek a son prix Nobel en 74, Friedman a son prix Nobel dans l'école de Chicago, a son prix Nobel en 1976, et ces deux prix Nobel vont relancer finalement la pensée néolibérale. Et ces deux prix Nobel, pourquoi ils récompensent Hayek et Friedman? Parce que Hayek et Friedman disent, alors depuis très longtemps, mais ils n'étaient pas entendus avant, mais là ça commence à devenir intéressant, le problème de l'inflation. Donc on est à l'époque, il faut comprendre qu'après le choc pétrolier, hein, mais ça commence un peu avant en fait, on est à 10% d'inflation, à plus de 10% d'inflation. Et donc plus de 10% d'inflation, bah, ça commence à déstabiliser un peu les gens. On a une régression aussi économique, c'est-à-dire qu'on était dans une taux de croissance en France de 6% en moyenne annuellement, et puis on baisse à 2-3%. Aujourd'hui, ça serait très bien, mais dans les années 70, eh bien, c'est considéré comme une stagflation, hein, ce qu'on appelait la stagflation, c'est-à-dire stagnation économique et inflation. Et donc, on rentre en crise. Et donc, les néolibéraux sortent du bois pour dire c'est la faute des interventions de l'État, notamment dans la Banque centrale, dans la politique monétaire. Il faut re-réguler par le marché. Et puis là-dessus va arriver une autre crise, qui est la crise de l'effondrement de Bretton Woods. Alors ça, pour le coup, l'effondrement de Bretton Woods, c'est bien un effondrement interne. C'est-à-dire que Bretton Woods, c'était un système qui était fondé sur des parités fixes des monnaies, mais surtout, derrière ces parités fixes des monnaies, il y avait une monnaie centrale, une monnaie pivot qui était le dollar, qui était convertible en or. Or, la croissance des économies de Bretton Woods hors États-Unis est plus rapide que celle des États-Unis, ce qui veut dire qu'il y a une demande de dollars très importante. Cette demande de dollars, elle implique un déficit commercial américain et surtout que tous les pays ont des dollars. Et donc, ça veut dire qu'il y a une émission très forte de dollars pendant toute la reprise. Et évidemment, il n'y a pas d'augmentation du stock d'or. Donc, au bout d'un moment, les dollars émis eh bien, peuvent plus être convertibles et ça crée l'effondrement du système Bretton Woods. Et cet effondrement du système Bretton Woods, il va déstabiliser profondément donc la régulation financière, puisque du coup, les pays, maintenant, ils vont être en concurrence pour attirer le capital et ils vont du coup libéraliser leur marché de capitaux. Je simplifie, mais c'est un peu ça, pour maintenir et stabiliser leur monnaie. Et l'Allemagne est l'un des premiers pays à faire ça. Donc, où en est-on dans les années 70? On est dans un système financier qui s'est commencé à se déstabiliser, mais les autres institutions de régulation, elles restent celles qu'elles étaient. Et c'est l'apparition des néolibéraux qui va changer la logique. Il va dire non, mais en fait, il faut changer les choses. Alors, une deuxième chose qu'il faut que je dise ici, parce que j'ai oublié de le dire, il y a une autre institution qui est déstabilisée dans les années 60, c'est le contrôle des prix des matières premières et de l'énergie. Ça va conduire au choc pétrolier de 73. Et le choc pétrolier, il n'est pas uniquement dû, il n'est même fondamentalement pas du tout dû à la guerre du Kippour, hein, même s'il arrive au même moment. En fait, ça avait commencé avant. Dès janvier 73, on avait commencé à avoir une augmentation du prix du pétrole. Mais c'est surtout la nationalisation des puits de pétrole au début des années 70, en 71 en particulier, qui fait que les pays euh, producteurs de pétrole, eh bien, auparavant, ils n'avaient pas les compétences
pour exploiter eux-mêmes leur pétrole, et bien quand ils nationalisent leurs entreprises pétrolifères et quand ils mettent des ingénieurs locaux plutôt que des ingénieurs occidentaux pour organiser l'extraction de pétrole, eh bien en fait, ils cassent en quelque sorte la dynamique qui permettait de contrôler les prix du pétrole. Et derrière le pétrole, en fait, il y a toutes les matières premières. Au total, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, deux piliers très importants euh, de la régulation de l'après-guerre s'effondrent. Le premier, c'est le système financier organisé, contrôlé par le Bretton Woods, qui s'effondre en 74. Et puis, enfin non, 71, pardon, mais qui va s'effondrer vraiment en 76 avec les accords de la Jamaïque. Et puis, l'incapacité des pays occidentaux à contrôler les prix des matières premières et du pétrole en particulier. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il faut trouver un autre régime de régulation. Donc, pour moi, cet effondrement, il n'est pas uniquement dû à la contradiction du système, mais simplement au changement, à la décolonisation, en fait, et à comment dire, pour ce qui est de Bretton Woods, à une défaillance dans le mécanisme de Bretton Woods qui est le maintien de la relation avec l'or. Pour moi, c'est ça le problème, en fait, de Bretton Woods. Et euh, si on n'avait pas eu cette conversion du dollar en or, on aurait pu tout à fait maintenir un système de change fixe, un contrôle des mouvements de capitaux, une régulation politique de la sphère financière. Mais comme comment dire, la convertibilité du dollar en or a été suspendue puis abolie, eh bien, tout le reste, on l'a aussi jeté à la poubelle, alors qu'à mon avis, il n'y avait pas nécessairement besoin de le jeter à la poubelle. Donc, je dirais, pour répondre à la question, que c'est des événements externes qui ont conduit à la chute de Bretton Woods, enfin du système de régulation des Trente Glorieuses. Euh, un dysfonctionnement, alors ça c'est interne, mais marginal dans le système qui est la conversion, enfin le maintien d'un rapport avec l'or qui était décidé en 1944, et surtout, parce qu'à mon avis c'est au cœur de la dynamique qu'on va voir à arriver, c'est la perte de contrôle des Occidentaux sur les prix des matières premières et l'énergie. Alors, évidemment, on peut dire quelque part que c'est une bonne chose, hein, parce que ces pays producteurs de pétrole et matières premières, ils étaient totalement dépendants des entreprises occidentales, ils étaient colonisés, hein, ils étaient exploités pour leurs matières premières et leur énergie. Il était naturel et normal qu'ils prennent leur indépendance. Mais du coup, ça a entraîné une réponse des pays occidentaux qui est de faire jouer la force du marché, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à acheter du pétrole à l'Union soviétique ou à d'autres pays, à exploiter leur propre pétrole, et donc ils ont eu enfin, ils ont cherché pour compenser le cartel pétrolier à euh, faire jouer les forces du marché et de la concurrence. Et c'est là on a basculé d'un système où les prix étaient contrôlés, mais quand on en perd le contrôle, alors on préfère le marché. Hein. Alors, on peut résumer les choses comme ça. La perte du contrôle des prix des matières premières, elle est due à la décolonisation et à l'émancipation d'un certain nombre de pays. Elle n'est pas due au problème. Alors, on pourrait dire qu'elle est due au fait qu'effectivement, le système de régulation des Trente Glorieuses était fondé sur un rapport de force qui en soi était problématique, mais on aurait pu concevoir un système de régulation des prix qui soit plus correct, hein, voilà, que celui qui était mis en place. Bref, je ne sais pas si je suis très clair, mais je veux simplement dire que le régime de contrôle des prix des marchés financiers du capital et des matières premières et l'énergie s'effondre. Et ça va entraîner dans les années 80 ensuite l'effondrement de toutes les autres régulations. Le travail, l'agriculture, et globalement même l'électricité, enfin même l'énergie qui n'est pas importée, qui est produite sur place, elle aussi va être démantelée avec le marché européen de l'électricité, etc. En fait, les théories économiques, depuis la fin des années 60, étaient déjà acquises aux thèses néolibérales, chez les économistes. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde était néolibéraux, mais les économistes sont très tôt néolibéraux, en fait. Hein. Ils sont très tôt convaincus par l'argument de Hayek et de Mises. En 70, Eugène Fama, donc prix Nobel d'économie bien plus tard, il va définir l'efficience des marchés financiers par le fait que toute l'information doit être comprise dans le prix. Et ça, c'est la formulation
directement inspiré de Hayek 45. Et ça, c'est 70, c'est-à-dire avant toute la période que je viens de dire. Donc, du point de vue des économistes, l'idée sur laquelle les marchés doivent être des systèmes de détermination des prix pour coordonner la société, c'est considéré comme une évidence à ce moment-là. Mais elle n'existe pas encore dans les institutions et dans les politiques publiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça va paraître quand certains dictateurs comme Pinochet vont se dire, ah bah tiens, on va enfin mettre en application les théories de l'école de Chicago. Là aussi, l'école de Chicago, c'est une école qui, dès les années 50 en fait, voilà, est néolibérale au sens strict, et c'est une des écoles qui va devenir les plus influentes. Donc, dans le champ des économistes, des intellectuels économistes, on est acquis aux thèses néolibérales très très tôt. Et ça va arriver bien plus tard dans le champ du politique. Et ce qui va être l'élément déclencheur, pour moi, c'est effectivement la crise de Bretton Woods et le choc pétrolier. Et après cela, eh bien, quand les institutions changent, eh bien, ça va arriver. On peut voir hein, le changement de paradigme dans quasiment tous les secteurs. Alors pour prendre un exemple, donc dans les années 80, on a vraiment la libéralisation des marchés financiers, avec 86, l'acte unique, euh, qui va organiser, consacrer la libre circulation du capital. Euh, et puis 92, Maastricht, avec l'indépendance de la de la Banque centrale européenne et l'obligation pour tous les pays européens d'avoir une banque centrale indépendante. Après, dans les années 90, on a la question du marché du travail, alors qui avait été préservé jusque-là à peu près, et puis l'idée sur laquelle il faut inciter les chômeurs à travailler avec les politiques d'activation, on va dire, l'idée sur laquelle le problème du chômage, c'est un problème d'organisation du marché du travail, non pas un problème de demande globale trop faible. C'est-à-dire qu'on va considérer que le chômage n'est pas lié à la crise économique, mais lié au dysfonctionnement du marché de l'emploi. Donc, on va déréglementer le marché de l'emploi. Donc, on va voir jusqu'aux lois de travail, la loi El Khomri, etc., ce mécanisme-là. Ensuite, dans les années 2000, enfin, dès les années 90, on va libéraliser un ensemble de marchés, enfin, de services publics, comme les télécommunications. Et après, dans les années 2000, on va libéraliser le fret, la SNCF, on va libéraliser l'énergie, et notamment l'électricité. On va privatiser tout un ensemble d'entreprises. Donc, en fait, dès qu'on a commencé à admettre les thèses des économistes néolibéraux dans les années 70, avec encore une fois les prix Nobel d'économie qui consacrent hein, la victoire des néolibéraux dans les années 70, et après, tout va s'enclencher, quoi. Tout va se libéraliser au fur et à mesure. Hein, le travail dans les années 90. Alors aussi, il faut dire, à partir de 94, on va voir les accords de Marrakech euh, qui vont, euh, qui vont organiser la libéralisation progressive de l'agriculture. Donc ça aussi, euh, voilà, la disparition des quotas laitiers, le changement de la politique agricole euh, d'une d'une tarification régulée, d'un contrôle des prix des produits agricoles à des subventions directes aux producteurs. Donc tout ça, ça va se faire dans les années 90, ça va s'étendre dans les années 2000. Donc tout ce qui avait été régulé auparavant est dérégulé. Et ça, selon toujours la même logique. Les prix de marché. Par contre, c'est vrai que le néolibéralisme n'est pas que conservateur. Et les néolibéraux étaient de gauche aussi, et en particulier les socialistes français. Il y a un ouvrage d'Abdelal extrêmement intéressant qui fait l'histoire, donc c'est un historien anglais, hein, historien contemporain anglais, britannique, qui parle du consensus de Paris. Alors, il le parle dans cet ouvrage et aussi dans un article qu'il a publié dans les années 2000, euh, qui s'appelle le consensus de Paris, où il explique que toutes les règles de la globalisation financière, elles ont été euh, instaurées par des néolibéraux socialistes français, Pascal Lamy, Jacques Delors, Michel Camdessus, alors qui n'est pas socialiste, qui est plutôt chrétien-démocrate, mais nommé par Mitterrand, et puis d'autres dont j'ai oublié le nom, qui sont à l'OCDE. Et donc, tous ces gens-là, eh bien, ont créé la mondialisation financière telle qu'on la connaît. Et les socialistes, dans les années 80, dès les années 80, ils sont complètement convaincus, Attali, le premier,
des thèses néolibérales. C'est-à-dire qu'il pense que le marché et la concurrence, c'est ce qui permet l'efficacité. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que les nationalisations de 81 en fait, ont servi à renforcer la compétitivité et la concurrence des entreprises privatisées. C'est-à-dire que l'État s'est, là aussi, en 80, complètement mis au service du marché, dans le sens où il a nationalisé les entreprises, non pas pour exproprier des propriétaires, même si il a fait ça, mais pour renforcer ces entreprises dans la concurrence internationale et restructurer toute la sidérurgie française et ensuite revendre tout ça à des propriétaires privés, et puis évidemment qui vont tout simplement, enfin, la sidérurgie française existe encore, mais elle a été quand même pas mal laminée par cette restructuration organisée par les pouvoirs publics et la gauche. Quant au libre-échange, là aussi, la gauche s'y est convertie très facilement. La, les transformations de la Bourse de Paris, la libre circulation du capital, tout ça a été mis en place par la gauche en France. Donc, effectivement, on peut dire que le néolibéralisme n'est pas une thèse conservatrice, hein. Des conservateurs ne sont pas néolibéraux. Voilà, par exemple, les souverainistes ne sont pas forcément de droite, ne sont pas forcément néolibéraux. Et puis, tous les néolibéraux enfin, ne sont pas de droite non plus, hein. Il y en a qui sont de gauche. Et Pascal Lamy est sans doute l'un des meilleurs représentants du néolibéralisme de gauche, puisqu'il a été directeur de cabinet de Delors au moment où il a fait l'acte unique. Donc, il était au cœur de la néolibéralisation de l'Europe. Et puis, il a été directeur de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a organisé le libre-échange. Voilà, donc, voilà. Et pourtant, il n'a jamais renié ses convictions socialistes. Serge Audier, moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec sa thèse, hein, déjà dans la définition du néolibéralisme. Serge Audier a raison de critiquer les approches purement foulcadiennes, alors de Michel Foucault, du néolibéralisme, qui disent finalement, donc c'est celle de Dardot et Laval en particulier, qui tendent à faire du néolibéralisme quelque chose qui n'est pas vraiment économique, c'est-à-dire qui est une espèce de nouvelle morale, voilà, de concurrence, d'organisation de la concurrence, de l'homme-entreprise, etc. Parce que euh, Michel Foucault insiste beaucoup sur le changement de gouvernementabilité qui est derrière le néolibéralisme et derrière la société de concurrence, en quelque sorte, qui est au cœur et de production, qui est au cœur du néolibéralisme, selon Foucault. Et Dardot-Laval, donc dans la nouvelle raison du monde, hein, vont approfondir cette réflexion de Foucault en caractérisant le néolibéralisme comme une forme de morale nouvelle de la concurrence. Et d'autres vont suivre Foucault là-dessus. Et Serge Audier répond à juste titre à ces gens en disant, OK, très bien, mais alors comment vous expliquez la libéralisation financière? Euh, Comment vous expliquez tout un ensemble de caractéristiques du néolibéralisme qui ne rentrent pas du tout dans le cadre foucaldien de Michel Foucault? Et donc, Audier critique cela, et je suis d'accord avec Audier pour critiquer une vision un peu trop sociologique, philosophique du néolibéralisme. Moi, j'ai une vision plus économique, plus terre à terre sur les penseurs, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête quand ils pensent le néolibéralisme. Et pour moi, c'est une doctrine d'abord économique. Mais là où je suis en désaccord avec Audier, c'est que lui finit par dire tous ces néolibéraux ne sont pas d'accord entre eux, et ils se divisent en branches à partir des années 60. Il n'y a pas d'unité, nous dit-il, du néolibéralisme. Et là, moi, je suis en désaccord. Alors, d'une part, il est vrai qu'il y a différentes variantes du néolibéralisme. Ça, on est tous d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, d'ailleurs, on lui a reproché à Audier de détruire son objet d'étude. À la fin, n'a pas de définition de néolibéralisme, Audier. Il dit, c'est vrai, il caractérise l'histoire intellectuelle de tous ces auteurs, et il le fait très très bien, mais à la fin, il n'y a pas de définition. Donc, on ne sait pas si finalement ils ont plus de points communs que de divergences, ou plus de divergences que de points communs. Et en fait, cette question-là, Audier n'y répond jamais. Donc moi, j'ai essayé de reconstruire. Alors, j'ai pris en compte tout ce qu'a dit Audier, mais j'ai essayé de montrer effectivement qu'il y a des oppositions, hein, entre les ordolibéraux et les libéraux de l'école de Chicago, néolibéraux de l'école de Chicago. Il y a des oppositions, et c'est clair, il ne faut pas les nier, mais il y a aussi une unité de vision des choses. Et c'est pour cette raison que j'ai reconstruit ce temple du néolibéralisme. C'est-à-dire que cette histoire des quatre piliers
et de l'objectif, hein, de la tête du pilier, enfin du toit du pilier qui est un système de marché en concurrence, on le retrouve quand même dans l'agenda du néolibéralisme. C'est-à-dire le premier point de l'agenda du néolibéralisme, c'est la question des prix de marché, l'agenda du libéralisme, pardon. Donc, la fin du colloque Lippmann, c'est cette question-là. Et puis, tous sont d'accord sur la concurrence, tous sont d'accord sur le libre-échange, tous sont d'accord sur la monnaie. Et je cite les auteurs, hein, des trois courants qui disent tous la même chose à ce niveau-là. Et tous aussi sont d'accord sur l'ordre social. Et dans tous les livres, y compris Hayek, on va voir et Friedman, on va voir une composante sociale du néolibéralisme. Donc, moi, je maintiens qu'il y a une vision commune à tous ces auteurs néolibéraux, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Voilà, ça, c'est. Alors après, je suis obligé de le dire aussi, parce que sinon, on finit par plus savoir ce que ça veut dire, néolibéralisme. Donc, ce que Audier, il a tendance à rentrer dans des débats parfois un peu secondaires sur pas mal de choses. C'est-à-dire que, en fait, on peut être d'accord, par exemple, sur l'objectif de stabilité des prix et être en désaccord sur la manière d'y arriver. Ça, c'est des oppositions claires. Par exemple, est-ce que pour avoir la stabilité des prix, il faut une banque centrale indépendante, ça suffit, ou est-ce que il faut au contraire revenir à l'étalon or, enfin l'étalon or encore c'est autre truc. Pardon, j'oublie ça parce que ça c'est pas néolibéral au sens strict. Parce que les néolibéraux sont tous contre l'étalon or. Mais la concurrence des monnaies, c'est ce que dit Hayek par exemple. Et puis Friedman va dire il faut avoir des règles strictes d'augmentation de la masse monétaire qui soit conforme à l'évolution du PIB. Euh, donc, on a les ordolibéraux, les économistes de Chicago, Hayek, qui disent des choses totalement différentes sur la monnaie. Bon, est-ce que ça veut dire qu'ils appartiennent à des branches de courants différents? Pas forcément, parce que leur objectif reste la stabilité des prix à chaque fois. Et leur façon de penser le problème de la stabilité des prix, c'est toujours une manipulation des prix par les gouvernements et le politique. Donc tous sont d'accord pour dire l'inflation a toujours une origine monétaire. Ils ont une approche où c'est la quantité de monnaie qui détermine l'inflation. Les gouvernements sont toujours là pour manipuler la monnaie. Ils sont tous d'accord là-dessus. Et après, là où le diverge, c'est comment fait-on maintenant pour empêcher les gouvernements de manipuler la monnaie? Banque centrale indépendante, règles strictes d'augmentation de la masse monétaire pour Hayek, concurrence des monnaies pour Friedman, pardon, et concurrence des monnaies pour Hayek. Là, ils vont être en désaccord. Mais il y a une homogénéité de représentation d'abord. Donc c'est pour cette raison que moi, je ne suis pas d'accord avec Audier pour dire que le néolibéralisme n'existe pas. Il existe. Voilà. Et la différence que j'ai par rapport à Audier, c'est que moi, je suis économiste et lui, il est philosophe. Et du coup, j'interprète à l'aune des théories économiques la vision de ces auteurs néolibéraux. Lui, il l'interprète à une autre aune, c'est-à-dire plutôt à la réflexion sur quelles sont les valeurs sous-jacentes. Et là, il est possible qu'Audier ait raison. C'est-à-dire que les valeurs de Hayek, des ordolibéraux, etc., sous-jacentes, ne sont pas les mêmes. Par exemple, il est vrai que les ordolibéraux allemands, ils ont une vision de l'État, de l'ordre, une vision conservatrice. Alors, Audier insiste beaucoup là-dessus. Il dit, par exemple, l'homme entreprise, ça révulserait des gens comme Ruskov ou Röpke, qui sont des ordolibéraux allemands. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une vision humaine ils sont contre l'homo economicus en quelque sorte. Alors que pour l'école de Chicago, pour Friedman, on a une vision beaucoup plus abstraite de l'être humain, beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus désincarnée, si j'ose plus dire. Et donc, évidemment, pour Odier, ces deux visions, elles ne peuvent pas être compatibles. Mais moi, je trouve quand même que malgré ça, il y a, au niveau des propositions économiques et au niveau des analyses économiques, beaucoup de convergence. Voilà, donc euh, c'est pour ça que c'est important de multiplier les regards. Le regard du philosophe ne sera pas la même que le regard de l'économiste sur la question néolibérale. Ouais, en fait, c'est très simple. C'est la crise de 2008 qui a obligé les États à rompre avec le néolibéralisme. Bon, alors c'est vrai que je ne vais pas revenir sur toute la crise, donc j'y reviens longuement dans le livre, mais on n'a pas beaucoup le temps. Cette crise, c'est au départ une crise des marchés financiers qui ne parviennent plus à évaluer le prix d'un certain nombre d'actifs. Ces actifs risqués, appuyés sur le marché immobilier américain, plus personne n'en veut, donc le marché s'effondre, il n'y a plus de demande et donc il n'y a plus de prix. Le fait qu'il n'y ait plus de prix à des actifs financiers qui sont détenus par de nombreuses entreprises, sociétés financières, ça pose un problème. Parce que ça veut dire que virtuellement, certaines entreprises détiennent des titres dont on ne sait plus ce qu'ils valent
Et dans ce cas-là, si on ne sait plus ce qu'ils valent, eh ben, on est tenté de mettre une valeur zéro, et dans ce cas-là, on fait faillite. Et en fait, on s'est sorti de la crise financière aux États-Unis par le rachat, par l'État d'abord, l'État fédéral d'abord, puis la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, de ces titres risqués. Et donc, on a recréé des prix. Parce qu'en fait, pour acheter des titres, bien sûr, il faut déterminer à quel prix on les rachète. Et ça a eu un processus de négociation. Et puis, à la fin, les autorités, alors des experts qui sont venus, etc., et les autorités américaines d'abord, enfin, les autorités politiques, puis les autorités de la Banque centrale, ont racheté ces titres. Alors, ces politiques ont pris la forme de ce qu'on appelait à l'époque le quantitative easing, donc l'assouplissement quantitatif, et ça avait pour but simplement d'assainir le marché en rachetant les titres, en redonnant, enfin, en quelque sorte, un acheteur au dernier ressort, c'est-à-dire en recréant un marché par l'intermédiaire de l'intervention publique. Alors, on comprend bien la contradiction avec le néolibéralisme, c'est-à-dire que là, on n'a plus des prix de marché, on a des prix décidés par une autorité politique. Et puis ensuite, le quantitative easing a continué, parce qu'une fois qu'on a résolu la crise financière, on avait un problème de crise économique, la faillite de General Motors, Obama qui devait relancer l'activité économique. Et là, on avait un problème, les États, lorsqu'ils s'endettaient, ils s'endettaient à des taux élevés, et notamment les États-Unis. Donc, ils ne pouvaient pas emprunter. Et donc, ne pouvant pas emprunter, ils ne pouvaient pas relancer l'activité économique. Et la Banque centrale américaine, puis britannique, ont commencé dès 2009 à racheter en masse des obligations publiques pour faire baisser les taux d'intérêt. Donc là aussi, je ne vais pas m'apesantir sur la technique, mais simplement, il y a une règle en finance qui est que plus les prix des obligations publiques augmentent, plus les taux d'intérêt des obligations publiques baissent. Donc les taux d'intérêt auxquels les États empruntent. Et donc pour faire augmenter artificiellement la valeur des obligations et donc faire baisser les taux d'intérêt, la Banque centrale américaine puis la Banque d'Angleterre ont commencé à racheter massivement sur les marchés financiers les obligations publiques. Et ça a permis à Obama de financer son plan et puis au Royaume-Uni faire pareil. En Europe, on a été plus réticents, là aussi en raison des institutions néolibérales, c'est-à-dire que est-ce que la Banque centrale européenne avait le droit de racheter des obligations publiques pour faire baisser les taux d'intérêt? Et puis on a été pris dans la crise de l'euro, donc une crise des dettes souveraines, qui est une crise du fait qu'il y a des États qui ont des taux d'intérêt trop élevés. Et donc la BCE s'est elle aussi rangée dans ses politiques de quantitative easing en 2015 pour résoudre la crise grecque, en fait, en rachetant massivement. Alors, elle avait fait ça un peu avant, mais ça s'est vraiment mis en place de manière structurelle et, comment dire, assumée que en 2015, où la Banque Centrale Européenne a commencé à racheter les titres publics pour faire baisser les taux d'intérêt. Et puis, il y a eu la crise du Covid en 2020, où là, toutes les banques centrales sont mises à avoir des plans massifs, mais encore plus massifs qu'auparavant, de rachat des dettes publiques pour permettre aux États de répondre à la crise du Covid. Et donc, on voit bien que depuis 2008, eh bien, on est rentré dans un monde où le prix du capital, qui est le taux d'intérêt, c'est-à-dire le prix le plus important dans une économie capitaliste, le prix de l'argent, le prix du capital, est aujourd'hui en grande partie contrôlé par les banques centrales. Alors, je dis en grande partie, et en même temps, aujourd'hui, là, si on regarde la période très récente, c'est un peu plus compliqué, puisque les politiques du quantitative easing ont cessé. Mais on sait que si jamais il y avait une crise, eh bien, les banques centrales pourraient racheter des obligations publiques pour faire à nouveau baisser les taux d'intérêt. Et donc, pour moi, on est rentré dans un régime où, eh bien, une autorité politique, les banques centrales, maintenant, non, même si elles ont officiellement pour vocation de lutter contre l'inflation, ne font pas que ça. Elles essayent d'être des prêteurs en dernier ressort, si je puis dire, alors pas directement, mais indirectement, en contrôlant les prix d'intérêt, les taux d'intérêt, par leur achat, leurs interventions sur les marchés financiers, leur achat des obligations publiques. Et bien ça démontre que la logique euh, néolibérale a été sérieusement amendée, en tout cas dans la sphère financière. En fait, c'est pour ça que déclin et chute du néolibéralisme, c'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que mon pari, c'est à partir du moment où le néolibéralisme ne fonctionne pas dans la finance, eh bien, il va perdre en légitimité aussi dans les autres secteurs. Euh, alors, on le voit déjà un peu, puisque finalement, la critique du marché européen de l'électricité existe, puisque les Européens se sont mis à limiter le prix du gaz, ils sont mis à réorganiser le marché de l'électricité quand même. Ils l'ont un peu réorganisé
pour baisser la part du marché dans les prix. Alors, il faut comprendre que la réforme qui a été proposée, là, qui est en train d'être mise en place, c'est une réforme qui permet de contractualiser davantage à long terme, c'est-à-dire d'éviter, enfin de réduire la fluctualité des prix de marché. Donc déjà, c'est un mécanisme de contrôle des prix, en quelque sorte. Alors, certes décentralisé euh, par les acteurs eux-mêmes, c'est pas l'État qui détermine les prix, mais on a bien vu Bruno Le Maire plafonner les prix d'électricité pour les boulangers, et on a bien vu d'autres États dire, attention, l'Espagne et le Portugal sortir du marché de l'électricité, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée du contrôle politique des prix n'est plus tabou. Voilà, c'est ça en fait que ça veut dire. Puisque ça fonctionne dans le marché, dans les marchés financiers, pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans la culture, dans l'énergie ou ailleurs? Et donc, pour moi, on est sorti de l'évidence que les prix de marché étaient toujours préférables aux prix administrés. Voilà. On est de fait sorti de l'évidence. Alors maintenant, il faut comprendre que le néolibéralisme, il a mis très longtemps à se mettre en place. Et d'ailleurs, il a commencé à se mettre en place dans la finance, après l'échec de Bretton Woods. Dans les années 70. Mais les dernières régulations par les prix des marchés, c'est les années 2000, même 2010, hein, puisque la libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs, c'est il y a 2 ans. Euh, bon, même si ça ne marche pas, hein. Donc on a bien un très 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 long processus, donc il faut garder le temps long. Donc moi, mon sentiment, c'est que quand on a commencé à abandonner l'idée dans le marché le plus important, il n'y a aucune raison qu'elle se maintienne dans les autres. Mais je suis d'accord, c'est un pari. Ah, j'ai aucune certitude. Pour l'instant, personne dit qu'on va recontrôler, re-administrer les prix agricoles, par exemple. Et il y a des syndicats agricoles qui le demandent, mais pour l'instant, c'est pas dans les tiroirs. On n'a pas dit qu'on allait réguler les prix du lait ou les prix du beurre ou les prix des céréales. Mais peut-être que les prix des céréales, par exemple, ça va devenir nécessaire si on a une explosion des prix liée à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, quoi. On a tendance à penser que le post-néolibéralisme, c'est forcément, enfin, je veux dire, ce qui viendrait après le néolibéralisme, c'est forcément une forme de socialisme rénové, ou d'économie régulée, ou de nouvelles Trente Glorieuses. Alors déjà, les nouvelles Trente Glorieuses, on oublie, hein. C'est pas possible. C'est pas possible parce que les Trente Glorieuses ne peuvent fonctionner que si on contrôle les prix des matières premières et l'énergie. Et pour ça, il faut avoir chez soi de l'énergie, de matières premières. Or, on n'a pas. On n'a pas de lithium, ou en tout cas pas suffisamment de lithium, on n'a pas de pétrole. Donc pour l'instant, l'idée sur laquelle on va contrôler les prix des matières premières par une forme de néocolonialisme, ça ne marche pas. Regardez les BRICS, voilà, ils n'ont pas envie de se laisser contrôler. Les Trente Glorieuses, c'est quand même du néocolonialisme. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi qu'on oublie de voir. C'est pour ça qu'on ne peut pas revenir en arrière là-dessus. Euh, Ensuite, contrôler les prix au service de qui? Pourquoi faire? Dans les Trente Glorieuses, en fait, il y a eu d'abord l'économie de guerre. Donc un choc énorme quand même, hein, la guerre Seconde Guerre mondiale, un truc énorme. C'est pour ça qu'on a contrôlé les prix. Donc il y avait derrière un objectif qui était battre l'Allemagne et le Japon. Ensuite, il y avait l'objectif de reconstruction. Et là aussi, le contrôle des prix s'est fait dans une espèce d'évidence politique de l'époque. Il fallait reconstruire à tout prix, relever la France, l'Europe, même plus généralement, utiliser correctement l'argent du plan Marshall, etc. Bon, maintenant, euh, la situation actuelle n'est pas une situation dans laquelle il y a un objectif collectif fort qui permet de dire qu'on va contrôler les prix pour parvenir à ça. Et donc, le danger, c'est quoi? Eh bien, le danger, c'est que le contrôle des prix il se fasse au service d'intérêts particuliers. C'est-à-dire que l'État soit mis au service d'intérêts, de groupes d'intérêts, on dirait des lobbies, mais moi j'ai envie de dire de fiefs, c'est-à-dire de seigneurs économiques. Et ça, c'est ce qui fonctionne en Russie aujourd'hui, évidemment, en Chine, dans d'autres pays qui ont des économies capitalistes, mais dans lesquelles l'État n'est pas un État libéral, ni même un État néolibéral. L'État ne se met pas au service d'une abstraction comme le marché, l'État se met au service d'oligarques, d'industriels, de membres du Parti communiste en Chine, et donc de gouverneurs locaux. Et donc c'est un mécanisme qui pour moi représente davantage un système néo-féodal qu'un système de type Trente Glorieuses démocratique.
Et j'ai envie de dire que si on suit la pente actuelle du gouvernement, euh, français, je parle, hein, cette fois-ci, on voit bien qu'il y a parfois des confusions entre l'intérêt collectif et l'intérêt particulier. On voit bien parfois qu'on ne sait pas trop si le gouvernement mène des politiques pour défendre un objectif abstrait, incarné, la performance économique, ou parfois simplement il ne va pas aider des copains. Euh, en période de désorganisation idéologique, en période où on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, on en vient assez vite à faire des choses très concrètes, c'est-à-dire non pas aider des abstractions théoriques, mais aider des gens réels qui peuvent nous renvoyer l'ascenseur. En période de déstabilisation politique, eh bien, les forces féodales, pour moi, sont ce qui est le plus naturel dans la société humaine. Alors, qu'est-ce que c'est que les forces féodales? Ben, c'est le principe du euh, je te prête allégeance et en échange, tu me protèges. Ou quand on est faible. Quand on est fort, je te protège et en échange, tu me prêtes allégeance et tu me rendras un service plus tard. C'est dans tout système inégalitaire euh, confronté à un environnement institutionnel pas très stable, à des dangers extérieurs, eh bien, les gens vont chercher protection chez plus fort qu'eux. Et donc, on a ces mécanismes néo-féodaux qui vont apparaître. Et pour moi, s'il n'y a pas, comment dire, de projet politique transcendant, plus puissant, vers lequel organiser l'économie, pour cet objectif, en quelque sorte, eh bien, c'est ça qui va nous attendre. C'est-à-dire que je ne crois pas que la fin du néolibéralisme sera l'économie démocratique que j'appelle de mes voeux, mais ça risque d'être une forme de capitalisme néo-féodal, comme on le voit en Chine ou en Russie ou dans d'autres pays. Et c'est ça qui m'inquiète. Et on a déjà des tendances comme ça, c'est-à-dire que Alain Supiot le décrit très bien dans La gouvernance par les nombres. Euh, alors, Wolfgang Strick, c'est un sociologue allemand. Lui, il a une vision encore plus radicale. Il pense que le capitalisme, à force de s'intensifier, il va finir par faire s'effondrer la société. Moi, j'y crois pas trop, hein, mais c'est intéressant comme idée. On a aussi Cédric Durand, que je cite, qui est un spécialiste de l'économie numérique, qui montre que les mécanismes féodaux sont déjà à l'œuvre dans l'économie numérique aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce qui est le plus avancé dans le capitalisme actuel, hein, puisque finalement, c'est plus les marchés qui régulent les plateformes numériques, hein, c'est des rapports de force, en fait. Voilà, donc si je devais parier de l'argent sur l'avenir, ce que je ne ferai pas parce que je ne suis pas un parieur, je dirais qu'il y a quand même plus de chances pour que le néolibéralisme, en s'effondrant, ouvre la voie à un système socio-économique et politique fondé sur les rapports de force, c'est-à-dire que l'État contrôlera les prix, certes, mais au service d'intérêts particuliers et pas au service d'un intérêt collectif. Et évidemment, ça serait pire que le système actuel. Enfin, il faut comprendre, hein, on croit qu'on vit dans un système horrible, mais rassurez-vous, il y a pire, hein. Je veux dire, moi, je préfère nettement aujourd'hui vivre en France qu'en Russie ou en Chine. Euh, mais peut-être que demain, on n'aura pas le choix. La régulation économique peut se faire de différentes façons, par le pouvoir politique ou par le marché. On peut dire simplement, c'est-à-dire que les ressources, elles peuvent être distribuées par le pouvoir politique ou par le marché. Le pouvoir politique, il peut être démocratique ou non démocratique. Le marché, il peut être organisé sous la forme d'un système concurrentiel ou au contraire sous l'emprise d'oligopoles. Clairement, moi, la vision que j'ai d'une économie qui fonctionne bien, c'est la vision dans laquelle il y aurait un rôle important joué par l'État et en même temps un rôle important joué par le marché. C'est-à-dire que je ne crois pas au système soviétique où il n'y a plus de marché du tout et où tout est organisé par l'État. Je pense que les gens, ils ont besoin d'espace de liberté, d'autonomie. Je pense que si l'État devait contrôler tous les prix, très vite, il se passerait ce qui est passé en Union soviétique, c'est-à-dire des gens qui vont s'accaparer, enfin utiliser le pouvoir qu'ils ont sur l'économie pour agir sur leur propre intérêt. Il faut savoir qu'en URSS, il n'y avait pas beaucoup d'inégalités formelles, hein. Les revenus des gens étaient, les écarts de revenus étaient faibles,
mais il y avait des inégalités énormes sur les capacités qu'on avait d'avoir des choses. C'est-à-dire que l'argent n'étant plus le problème, d'autres rapports de force pouvaient émerger. Alors la question du coup, c'est quelle part pour l'État, pour la régulation publique de l'État, et quelle part pour le marché. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est distinguer les moyens de production des objets de consommation. Moi, je pense que le marché de consommation doit rester libre en général, c'est la règle. Alors que les moyens de production, eux, ils doivent être davantage contrôlés par l'État. Et pour une raison simple, c'est que ces moyens de production, ils sont au cœur de la transition écologique. Donc la première chose à voir, c'est comment fait-on pour avoir une économie qui consomme moins de ressources, qui pollue moins, qui émet moins d'émissions de gaz à effet de serre et qui soit soutenable à long terme. Soit on fait confiance aux forces du marché, et dans ce cas-là, à mon avis, on n'y arrivera pas, soit on organise une régulation politique des ressources qui nous restent. Pour prendre un exemple, euh, j'entends les militants qui disent Stop oil now, arrêtez maintenant le pétrole. Mais en fait, on ne va pas pouvoir arrêter le pétrole maintenant. Pour une simple raison, c'est que par exemple, si on veut rénover les bâtiments, il va falloir du pétrole. Il va falloir des machines qui fonctionnent au pétrole pour isoler tous les bâtiments qui existent déjà. Si on n'a pas de pétrole pour isoler, on va avoir du mal à isoler. Pour, il faut du pétrole si on veut que nos services publics fonctionnent. Si on veut que l'infirmière puisse aller à l'hôpital soigner les gens, il va bien falloir qu'elle mette de l'essence dans sa voiture. Donc, stop oil now, c'est impossible. C'est idiot, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Et on a besoin de carburant aujourd'hui pour faire fonctionner la société, y compris pour organiser la transition écologique. Mais dire ça ne veut pas dire brûlons tout ce qu'on a. Le pétrole qui nous reste, on a des stocks limités de pétrole encore à brûler. Il vaudrait mieux ne pas tout le brûler, il faudrait mieux en garder sous terre, hein, dans les gisements, pour éviter d'émettre du CO2. Mais la partie qu'on doit utiliser, il faut l'utiliser correctement. Donc ça veut dire que le pétrole qui sert à rénover les bâtiments, il est utile. Le pétrole qui sert à faire fonctionner les services publics, il est utile. Le pétrole qui sert à voyager dans l'espace pour des touristes milliardaires, il n'est pas utile. Et là se pose la question. Nos ressources naturelles sont limitées, nos ressources en énergie sont limitées. L'utilisation qu'on a de cette énergie, elle doit être orientée de manière efficace. Il faut en discuter collectivement. Si aujourd'hui, on considère que le prix du pétrole vaut la même chose pour faire du tourisme spatial ou aller soigner des gens. L'infirmière qui fait sa tournée, par exemple. Oui, parce qu'en faisant une tournée, elle consomme plus de pétrole que quand elle est à l'hôpital. Donc, je préfère cet exemple. En fait, Elon Musk, il achète l'essence au même prix que l'infirmière. Et ça, pour moi, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que quand on a de l'argent, on peut brûler tout le pétrole, on peut décider de faire une piscine de pétrole et puis le brûler juste pour son loisir. Rien ne l'interdit. Enfin, si, ça, les règles, si on fait ça dans son jardin, c'est interdit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut gaspiller du pétrole sans aucune contrainte tant qu'on a l'argent pour le faire. Et il y a en même temps des gens qui ont besoin de ce pétrole pour rendre des services publics et eux, eh bien, ils le payent aussi cher. Donc là, il y a une réflexion qu'il faudra avoir sur la capacité qu'on pourrait avoir, au minimum, d'avoir des prix différents selon les usages et selon les usagers. Et ça, avoir des prix différents selon les usages et les usagers, c'est totalement contradictoire avec le néolibéralisme. Parce que ça veut dire que finalement, la valeur du pétrole, c'est quoi? Il faut comprendre que le néolibéralisme, c'est une quantification de la valeur des choses. J'ai du pétrole dans mon garage, ça fait partie de mon patrimoine. Je sais combien vaut ce patrimoine parce qu'il y a un prix du pétrole. Maintenant, si je dis que le pétrole n'a pas le même prix selon, n'a pas la même valeur selon qu'il est utilisé pour telle ou telle chose, alors mon pétrole dans mon garage, il a quelle valeur? Eh bien, je ne sais pas. Ça dépend de quel usage il est consacré. Et ça, la valorisation, la quantification de la valeur, euh, le principe même de quantifier la valeur par l'intermédiaire d'un prix qui est adossé à la marchandise et non pas par l'intermédiaire d'un prix qui est différent selon l'usager, ça, c'est une révolution comptable, une révolution institutionnelle qui, à mon avis, doit être au cœur du principe. Et ça veut dire que de notre future démocratie économique. Et, je crois qu'on a à inventer un marché qui puisse avoir
des prix différents pour les mêmes biens. Et ça serait extrêmement utile. Donc, qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui explique un même bien peut avoir des prix différents? Eh bien, justement, c'est le politique qui doit décider ça. Et donc dire que, par exemple, le prix du pétrole pour un milliardaire qui va faire le tourisme spatial, alors déjà, il faudrait l'interdire, mais ça, c'est autre chose, mais ou un jet privé peut être très, très différent du prix du pétrole pour faire fonctionner les services publics ou pour rénover les bâtiments. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que on a le droit de contrôler un certain nombre de prix pour d'autres raisons que la question écologique. On peut décider, par exemple, on a aujourd'hui une loi qui est encore très importante, qui est le prix unique du livre. Ça, c'est un truc très intéressant parce que le néolibéralisme n'a pas tout envahi. Il a été protégé, on a protégé le secteur culturel du néolibéralisme par un certain nombre de lois, dont le prix unique du livre, dont le fait qu'une partie des places de cinéma sont utilisées pour financer la création. Et donc, toutes ces politiques culturelles, on les trouve très très bien euh, pour maintenir nos réseaux de librairies et notre créativité et nos spécificités culturelles. Mais par contre, on est incapable de les étendre. Or, par exemple, la question du prix du blé ou du prix des biens alimentaires devrait mériterait qu'on s'intéresse à la manière, donc c'est produits indispensables, à la manière dont les prix sont créés. Pourquoi laisser le marché réguler les prix du blé et interdire le marché de réguler le prix du livre? Euh, Clairement, enfin, moi j'ai toujours été étonné de la mansuétude qu'on a vis-à-vis de l'industrie culturelle en France et de la manière extrêmement rigide qu'on a de penser l'agriculture. C'est-à-dire que pour moi, l'agriculture est quand même plus utile que la culture. Alors, je suis un auteur de livres, je trouve que la culture c'est très important, mais enfin, si on ne peut pas manger, je suis désolé, mais au bout d'un moment, on ne peut pas lire non plus, hein. Donc la nourriture de l'esprit, c'est très bien, mais la nourriture de corps, c'est quand même la base. Or, on a quand même considéré que manifestement, c'était plus important de réguler les prix de la culture hein, que de réguler les prix agricoles. C'est quand même bizarre. Enfin, moi, je trouve ça bizarre. Donc là aussi, une réflexion à avoir sur comment assurer la souveraineté alimentaire. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. J'invite les auditeurs, spectateurs à la regarder parce que je pense que c'est très important de reprendre la régulation des prix agricoles. Bref, ce que je veux dire, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, je suis beaucoup trop long de toute façon, mais c'est que le politique doit avoir le droit de réguler des prix selon des impératifs, soit écologiques, soit sociaux, soit culturels, et la société a le droit de ne pas laisser au marché l'organisation de la société elle-même et de tout un ensemble d'industries. Et en même temps, je ne crois pas qu'il faille que l'État régule tous les prix et qu'on n'ait plus le droit sur le bon coin de décider à quel prix on va vendre sa voiture d'occasion ou sur Vinted ses vêtements déjà portés. Donc il faut forcément aussi qu'on puisse avoir un marché autonome dans tout ce qui n'est pas au cœur de la stratégie économique par exemple, la culture, dans le livre, je le dis, en France, c'est important, le livre, c'est important la culture, donc on va continuer de réguler les prix de la culture, les prix du livre. Mais dans d'autres pays, on peut faire d'autres choix. Et c'est très bien, on a le droit d'avoir des mécanismes de contrôle des prix qui soient différents d'un pays à l'autre. Et l'un des problèmes d'ailleurs de la mondialisation, c'est qu'elle a tendance à tout uniformiser. Et du coup, on a l'impression qu'on ne peut plus avoir des politiques autonomes. Hein, d'ailleurs, si on protège le prix unique du livre en France, c'est parce que la culture a été enlevée de tous les accords internationaux. Ça aussi, on ne le dit jamais. C'est possible d'avoir des accords de libre-échange qui protègent des secteurs. Comme la culture est protégée, on pourrait avoir la culture qui serait protégée, ou d'autres choses. Et les pays ont le droit de le faire, en fait. Voilà. Bref, j'arrête là. Mais c'est pour vous donner un peu l'idée de tout remettre à plat. Dire, bon, je résume à deux idées. La première idée, c'est on n'est pas obligé d'avoir un prix par bien. On peut avoir différents prix pour le même bien. Et d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent les marchés traditionnels. J'y reviens souvent dans le livre, mais un marché traditionnel, c'est pas un marché où le prix est affiché et où n'importe qui peut acheter. C'est un marché où le prix est négocié. Et c'est dans le processus de négociation que le prix se crée. Et il est négocié individuellement par acheteur. C'est-à-dire qu'un marchand traditionnel, eh bien, il n'affiche pas ses prix. Il attend de voir le client qui arrive et puis il essaie de comprendre le client, combien il peut payer, et puis il va lui faire payer le prix, euh, un prix qui peut être très différent selon que le client, par exemple, est riche ou pauvre, pour un même gain. Voilà, donc l'idée d'avoir plusieurs prix pour un même bien, c'est pas forcément synonyme d'inefficacité.
Et puis, deuxièmement, eh bien, l'État a le droit d'intervenir dans les prix. Il a le droit de le faire, il le fait déjà dans l'agriculture, il pourrait le faire dans l'agriculture, il pourrait le faire dans l'énergie, il devrait le faire dans l'énergie. Et puis, il devrait aussi, ça c'est un impératif écologique, réorganiser, recontrôler tous les prix qui sont au cœur de la transition écologique, et en particulier l'énergie, le pétrole, etc. Pourquoi la décroissance est important et pourquoi ça m'intéresse? Parce que vraiment, il y a derrière les théories de la décroissance une radicalité euh, stimulante intellectuellement. L'idée de recréer une société à partir de zéro qui serait pas orientée vers l'augmentation du PIB, donc, mais vers une forme de décroissance conviviale, hein. C'est le mot qui est très souvent utilisé par ces auteurs-là. Alors le problème, c'est que ces auteurs sur la décroissance, ils manquent un peu de caractère opérationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement pour organiser la société de la décroissance? Pour moi, c'est pas clair. C'est-à-dire qu'il y a des propositions, mais parfois elles ne fonctionnent pas simplement. Ou alors elles sont de l'ordre de l'abstrait. Par exemple, dire. Par exemple, il y a un truc qui est assez amusant chez les auteurs à décroissance. Il dit, on est obsédé par le PIB, il faut supprimer l'indicateur du PIB. Mais c'est pas parce qu'on va supprimer l'indicateur du PIB qu'on va supprimer la croissance. Parce que la croissance, elle existe bien avant l'indicateur. L'indicateur a été inventé pour quantifier la croissance. Mais la croissance, l'indicateur a été inventé dans les années 30. Mais la croissance économique, elle commence dès la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'est pas parce qu'on a un indicateur que forcément on a de la croissance. C'est la croissance qui crée l'indicateur et pas l'indicateur qui crée la croissance. Donc, supprimer l'indicateur du PIB, ça ne servira absolument à rien. En tout cas, ça ne permettra pas de réduire la croissance économique en tant que telle. La croissance, elle vient d'autre chose. Euh, Deuxièmement, les, et c'est la raison pour laquelle je m'opposais un peu à cette réflexion sur la décroissance croissance verte, c'est que il y a cette opposition qui est pour moi est un peu factice entre d'une part ceux qui pensent que la transition écologique nécessite euh, des innovations et sera possible avec des innovations sans changer profondément nos capacités, notre production et en ayant toujours une activité économique capitaliste normale, hein, en gros. C'est-à-dire qu'ils font un pari technologique qui, pour moi, est un pari extrêmement risqué. C'est-à-dire que concrètement, on n'a toujours pas l'énergie décarbonée parfaite, hein, on n'existe pas. On a quand même des contraintes en termes de matières premières, d'accès à l'énergie qui risquent de se renforcer. Et donc, dire qu'on va toujours pouvoir, avec la technologie, résoudre tous les problèmes écologiques, euh, me semble très optimiste et en fait peu réaliste. Et puis, on a l'autre partie, les gens qui sont pour la décroissance, qui disent, vu que la technologie ne suffira pas, alors faisons la décroissance et rompons avec la technologie. Et là, pour moi, il y a un autre problème, c'est-à-dire que si on rompt avec la technologie, alors des solutions qui pourraient nous aider à moins décroître, c'est-à-dire à gagner, à préserver une partie de notre niveau de vie, sont refusées par avance. Euh, j'ai envie de dire, c'est idiot. Si la technologie est là pour nous aider, en fait. Euh, et c'est pas vrai que la technologie soit toujours néfaste. Si on arrive à faire la fusion nucléaire, eh bien, on aura une énergie ultra abondante, sans déchets, et ça serait quand même une des meilleures choses qui pourrait nous arriver. Euh, donc il y a chez les décroissants une opposition à la technologie qui pour moi est un peu absurde. C'est-à-dire que si l'objectif c'est vraiment de baisser nos émissions et de sauver la planète, et si la technologie peut nous aider à ça, pourquoi ne pas utiliser la technologie? Je veux dire, à part si on est dogmatique anti-technologie, il n'y a aucune raison de se priver d'un moyen qui permettrait d'améliorer notre efficacité économique et de préserver nos ressources. Et oui, quand on lit Serge Latouche, Le pari de la décroissance, mais quand on lit aussi d'autres auteurs décroissants, il y a une technophobie, hein, manifeste, c'est-à-dire qu'il veut revenir aux sociétés antérieures.
Serge Latouche ne cesse de parler en bien des sociétés traditionnelles, sans jamais voir que des sociétés traditionnelles, c'est des sociétés où on meurt, on a une espérance de vie à 40 ou 50 ans, où la mortalité infantile est extrêmement élevée, où les droits des femmes n'existent pas. Pour lui, voilà, et là, pour moi, il y a un problème, c'est-à-dire que le repli, alors c'est pas le cas de tous les décroissants, hein, mais chez Latouche, clairement, il y a un refus de la modernité, et y compris un refus même de la liberté individuelle et de l'émancipation des femmes qui est évidemment problématique. Alors, tous les décroissants ne sont pas sur ce niveau-là, mais quand on pense que le problème, c'est la technologie et le progrès, qu'on refuse même la notion de développement, euh, bah pour moi, on est réactionnaire, en fait. Enfin, voilà, je dis, alors, lui se défend, il dit non, non, je ne suis pas réactionnaire, mais bon, encore une fois, c'est comme pour Hayek qui dit qu'il n'est pas conservateur, quoi. C'est pas parce qu'on le dit voilà, qu'il faut nous croire sur parole. Quand clairement, on est pour le retour à des sociétés traditionnelles, euh, pour moi, on est réactionnaire. Je veux dire, c'est la définition même de la réaction. Voilà. Alors, le problème, c'est que le refus technologique, c'est pour moi une impasse. Pourquoi? Parce que euh, il y a un problème de vouloir décroître le PIB comme ça, en disant décroissance, c'est mieux. Décroître le PIB, c'est décroître les revenus. Ça va pas faire plaisir aux gens. Je veux dire, diviser par deux tous les revenus, euh, ça va pas faire plaisir, hein. Un PIB divisé par deux, c'est une division par deux des revenus. Euh, donc, il faut limiter la baisse des revenus des gens. Euh, Or, pour limiter la baisse des revenus des gens, eh bien, il faut garder de la technologie. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une production de richesse qui est plus élevée qu'il y a 50 ans, c'est que eh bien, on a des technologies, des machines qui nous aident à produire. Si on baissait les technologies et les machines, on perdrait en productivité du travail. Ça veut dire qu'on produirait moins avec la même quantité de travail. Et ça, c'est contradictoire avec l'un des idées des décroissants, qui est de dire, eh bien, il faut libérer du temps. Bah ouais, mais libérer du temps, on le fait parce qu'on a des machines. Donc là, il y a une contradiction dans les décroissants qui sont à la fois pour le temps libre et contre les machines. Pour moi, on ne peut pas être pour les deux. C'est-à-dire que si on veut avoir plus de temps libre, bah, en fait, il faut mécaniser, il faut maintenir un niveau de mécanisation. On peut, en maintenant le niveau de mécanisation, avoir plus de temps libre en baissant la production de richesse, mais on ne peut pas à la fois détruire les machines, baisser le PIB et gagner en temps libre. Si on a moins de machines, il va falloir qu'on travaille plus. Voilà. Et si on veut travailler, si on veut produire moins, si on accepte de produire par exemple 30% de moins, mais qu'on démécanise de manière à ce que la productivité du travail baisse de 50%, alors ça veut dire qu'il faudrait travailler plus pour produire 30% de moins. Voilà, donc c'est ça que je ne comprends pas chez les croissants, c'est ce refus de la technologie. C'est pour ça que je les oppose un peu, enfin que je ne suis pas d'accord avec l'opposition croissance verte décroissant. Autant je crois que la technologie seule ne suffira pas à organiser la transition écologique, autant je pense que refuser la technologie par avance, c'est s'empêcher d'organiser la décroissance. Euh, donc en fait, la formule, ce serait quoi? Pour moi, ça serait la technologie, la croissance verte, donc autant que possible. C'est-à-dire que si on a des solutions technologiques, eh bien, allons-y. Et le nucléaire en fait partie, par exemple, pour la décarbonisation. Même si ça ne suffira pas, et même si ça n'est pas universel, et même si le temps de construction de centrale nucléaire est incompatible avec l'urgence dans laquelle on est. Mais si on a une centrale de plus, ça sera toujours ça de gagner. Donc la croissance verte autant que possible, et puis la décroissance autant que nécessaire. C'est-à-dire que si on n'a pas le choix et il faut réduire nos activités euh, pour éviter de détruire la planète, eh bien réduisons nos activités. Mais la décroissance n'est pas un bien en soi. Avoir des gens qui ont deux fois moins de revenus, c'est pas un bien en soi. Voilà. Alors j'ai compris que derrière la société de décroissance, il y a toute une utopie. Mais c'est pas parce qu'on dit que regardez, en étant plus pauvre, on sera plus heureux, ou c'est pas parce qu'on dit que l'argent fait pas le bonheur que, en fait, dans la réalité, quand on a moins d'argent, on est plus heureux. Je veux dire, trouvez-moi une personne qui est plus heureuse d'avoir moins d'argent. J'en connais pas beaucoup. Et le paradoxe, c'est que on peut tout à fait dire que plus d'argent ne rend pas plus heureux. Et ça arrive. C'est d'ailleurs ce que montrent les statistiques. Ça ne veut pas dire que moins d'argent rend plus heureux. Là, il y a une forme de sophisme fondamental chez les décroissants. La décroissance, c'est la baisse du PIB. C'est ça la décroissance. C'est-à-dire, alors, tout le monde m'a dit non, 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 c'est pas que la baisse du PIB, mais en fait, tous les livres que j'ai lus sur la décroissance commencent par la critique du PIB et pourquoi il faut baisser le PIB. Donc oui, la décroissance, c'est la baisse du PIB. La baisse du PIB, c'est la baisse des revenus. Voilà. Après, on peut dire que la baisse des revenus va nous rendre plus heureux, mais j'attends de voir.
Voilà. Je veux dire, je n'ai jamais vu personne être heureux de perdre en revenus. Alors, après, je comprends bien que chez Décroissant, il y a l'idée que tout le monde ne va pas perdre en revenus de la même façon. Et ça, c'est évident. Mais si on baisse de 30 ou 50% le PIB, les pauvres ne seront pas épargnés. Enfin, je veux dire, c'est pas vrai ça. En fait, il y a une façon assez simple de quantifier ce que signifie une baisse du PIB de même pas de 50%, de 30%. Le PIB français est composé d'un quart d'investissement. Donc l'investissement, ça sert à renouveler notre système productif. Je veux dire, si on ne peut pas produire de richesse si on n'a pas des machines, des bâtiments, des choses comme ça. 25% de services publics et 50% de consommation des ménages. Voilà, c'est facile. Un quart, une moitié. Si on baisse le PIB de 50% et que on veut maintenir les services publics et que on maintient une partie de l'investissement, parce qu'il faut quand même investir pour organiser, eh bien, il reste quasiment plus rien pour la consommation des ménages. Alors, dans l'exemple le plus caricatural, qui évidemment est un exemple simplifié, si on baisse le PIB de 50% et qu'on maintient les 25% d'investissement et les 25% de services publics, alors il n'y a plus aucune consommation des ménages. Tout le PIB, alors les gens ont zéro de revenu net en fait. Tout ce qu'ils gagnent, ça va dans les impôts ou dans l'épargne pour financer l'investissement. Voilà. Donc moi, je veux bien qu'on me dise, on sera tous plus heureux en consommant moins, mais qu'on me dise, en divisant par deux le PIB, on va tous consommer zéro, on sera tous heureux, je n'y crois pas. Enfin, je veux dire, on peut avoir des services publics qui nous nourrissent, mais ça c'est la société soviétique, ça. La société où il n'y a plus de marché, où tous nos besoins fondamentaux sont délégués à l'État, qui nous loge, qui nous nourrit, voilà, qui nous soigne, mais on ne peut plus rien acheter. Mais même dans l'Union soviétique, on avait quand même des gens qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leurs revenus, hein. Donc, une société sans consommation individuelle, voilà, ça n'existe pas. Euh, voilà. Donc après, je veux bien qu'on dise on va baisser le PIB, en diviser par deux le PIB, en divisant par deux les services publics, en divisant par deux l'investissement et en divisant par deux la consommation, mais dans ce cas-là, on a moins de services publics. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça aussi, les décroissants ne sont pas d'accord. Moins d'investissement, ça peut vouloir dire aussi des routes qui se dégradent, des bâtiments qui s'effondrent. Enfin, c'est ça que ça veut dire aussi. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Si on redéfinit le néolibéralisme comme on l'a défini tout à l'heure, c'est l'État au service du marché. Le marché, il a besoin de quoi? Il a besoin de dépenses, dépenses marchandes, de gens qui aient de l'argent et qui vont dépenser cet argent. Et ce que c'est que que le revenu universel? C'est distribuer de l'argent aux gens pour qu'ils les dépensent sur le marché. Donc déjà, je pense que donner de l'argent aux gens, faire de l'État une tirelire qui va créer des revenus chez les gens, revenus qui vont être dépensés sur le marché, bah, c'est pas très contradictoire avec le principe de mettre l'État au service du marché, en fait, hein. C'est même clairement l'un des aspects dans lesquels on peut renforcer le marché. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réflexion à avoir sur quel doit être le rôle premier de l'État. À titre personnel, je pense que le rôle premier de l'État n'est pas de servir le marché, de servir la société. Et en servant la société, il faut, pour servir la société, pardon, il faut lui donner des choses qu'elle ne trouve pas ailleurs. Et ce que l'État peut faire pour la société, c'est produire des biens et des services non marchands. C'est-à-dire que l'État doit être producteur. Il doit produire des services publics, de transport, de santé, de logement. On peut étendre hein, d'alimentation, de préservation de l'environnement, de réparation même des environnements, d'infrastructures, etc. Le non marchand est un élément extrêmement important de la société, qui ne se réduit pas aux marchands. Et donc, je pense que l'essentiel de la fiscalité doit être consacré à la production de biens et services non marchands. Je suis absolument contre le fait qu'on consacre une partie importante de la fiscalité à redistribuer cet argent euh, de manière indiscriminée pour que les gens puissent dépenser ensuite sur les marchés cet argent. Alors, je ne suis pas contre le fait de donner du RSA
aux gens qui ont des besoins, parce que là, c'est discriminé. C'est des gens qui sont en faible ressources, ils ont le droit à des revenus minimum, qui d'ailleurs ne correspondent pas à l'ensemble de leur niveau de vie, puisqu'une partie du niveau de vie des personnes au RSA, c'est justement le service public, et ils doivent être préservés. Et puis, je ne suis pas contre non plus les retraites. Les retraites, c'est de l'argent distribué aux gens, mais c'est de l'argent qui est lié à des cotisations, voilà. Et là aussi, qui est lié à le fait qu'on a travaillé, on a toute une vie de travail derrière soi, ou alors qu'on est trop vieux pour pouvoir travailler au-delà de 65 ans. Bref, ce que je veux dire, c'est que le revenu universel, pour moi, traduit une drôle de conception de l'État, où il faudrait que l'État se débarrasse de l'argent qu'il a récupéré par la fiscalité, le redonne aux gens, et puis ils vont pouvoir le dépenser sur les marchés. Je suis absolument contre cette vision-là. Alors, j'ai compris que les partisans du revenu universel disent, eh bien, ça permettra aux gens de libérer du temps, d'être moins stressés par la vie, de moins travailler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le revenu universel est très présent chez les écologistes, et y compris, d'ailleurs, je l'ai lu chez Vincent Liégé dans son petit livre sur la décroissance, il est pour un revenu universel. André Gorz aussi était pour, au début il était contre, puis ensuite il était pour le revenu universel. Ces gens-là voient la chose toujours du point de vue de l'individu. Si j'ai de l'argent, alors régulier, 1 000 € par mois par exemple, alors je peux ne pas travailler, je peux vivre une vie plus douce, je peux vivre la décroissance. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on ne peut pas raisonner d'un point de vue économique uniquement à partir des cas individuels. Il faut regarder comment ça boucle. C'est-à-dire que donner de l'argent aux gens, c'est leur donner un droit de consommer le travail des autres. C'est ça concrètement que ça veut dire. Et donc, ces 1 000 € mensuels de revenu universel, ils n'ont de valeur que si d'autres gens travaillent pour moi. Donc déjà, ça ne fait pas baisser le travail. Ça ne fait pas baisser le travail. Ça induit du travail marchand. Donc ça, c'est la première chose. Si maintenant, imaginons que j'ai donné 1 000 € à tout le monde et que tout le monde dit, bah, dans ce cas-là, j'arrête de travailler, voilà, puisque j'ai 1 000 € de rente par mois. Eh bien, cet argent achètera quoi? Il n'achètera rien, parce que personne sera là pour produire les richesses qu'on nous a promis avec ces 1 000 €. Et c'est là où on voit le problème. C'est-à-dire que l'argent n'est pas de la richesse. La richesse est toujours produit du travail. Enfin, on peut avoir des richesses naturelles aussi, mais l'essentiel de ce qu'on achète avec de l'argent, c'est produit par le travail de quelqu'un d'autre. Et donc, si on veut diminuer le travail, il ne faut pas distribuer plein de revenus aux gens. Voilà, c'est juste contradictoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut étendre la gratuité. Et ça, je suis d'accord. Étendre la gratuité, c'est étendre le non marchand. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut baisser la valeur de l'argent. En fait, à la limite, une société qui serait bien, c'est une société où il n'y aurait plus de RSA, où il n'y aurait plus de revenus minimum qu'on verserait aux gens, parce que l'essentiel de ce qu'on a besoin pour vivre serait gratuit. Ça, c'est une société intéressante. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut supprimer l'argent, hein. J'ai lu des gens sur Twitter qui parlent de société post-monétaire, etc. Je pense que l'argent est très utile parce que tout à l'heure, j'ai dit, je pense que le marché doit garder un rôle, une place dans nos vies. Mais l'idée selon laquelle on pourrait distinguer les besoins fondamentaux et les besoins, on va dire, de loisirs, n'est pas absurde. On pourrait avoir des besoins fondamentaux limités qui seraient gratuits, et puis tout ce qu'on veut faire ailleurs, ça pourrait être marchand. Moi, ça ne me dérangerait pas. Voilà. Mais du coup, si on avait une société comme ça, eh bien, on ne distribuerait plus de revenus minimum aux gens, parce que tous les besoins seraient gratuits, tous les besoins fondamentaux seraient gratuits. Donc, bah, s'ils veulent plus que le fondamental, bah, il faut qu'ils travaillent. Et ça me semble normal, en fait. Voilà. Bon, je renvoie les gens à d'autres travaux. J'ai fait une conférence aussi sur le revenu universel. Voilà, alors je sais que le revenu universel, il y a plein de façons différentes de le concevoir. Il y a la vision de Friot, alors qui n'appelle pas du tout ça revenu universel, mais qui en fait pose exactement les mêmes problèmes. La vision, la dotation individuelle de base, ça relève aussi de l'idée que... Parce que Friedman, lui, voilà, c'est ça qu'il voulait. C'est pour ça que le revenu universel, c'est au cœur de... Il voulait que les gens, ils n'aient pas de service public, mais ils aient des allocations qui leur permettent d'acheter dans le secteur marchand. Par exemple, c'est l'idée des chèques éducation. Plutôt que d'avoir un service public de l'éducation, on donne des chèques aux gens pour l'éducation de leurs enfants. Et là, ils sont en face d'un marché concurrentiel. Ça, c'est typiquement dans l'idée que j'ai déjà développée sur ce que c'est que le néolibéralisme. Si on veut que l'éducation soit efficace, nous disent les néolibéraux, il faut un marché d'éducation. Voilà. Si c'est l'État qui produit l'éducation, eh bien, elle ne peut pas être efficace.
beaucoup de gens, effectivement, ont écrit là-dessus, mais je trouve que c'est une vision tellement abstraite qu'ils ont du travail. En fait, c'est des gens qui sont derrière leur bureau et dont le travail, c'est de taper à l'ordinateur, qui disent que ChatGPT va supprimer le travail. Parce que le travail, c'est les gens qui vont débarrasser les poubelles dans les rues, qui vont les nettoyer, les ouvriers qui sont sur leurs machines, les agriculteurs qui cultivent du blé avec leur tracteur. Moi, ChatGPT, il va pas supprimer ces emplois-là, hein. C'est-à-dire qu'il supprimera les emplois de ceux qui sont effectivement derrière leur ordinateur pour écrire des textes. Mais c'est pas, enfin, ok, mais c'est pas ça en fait qui produit des richesses en fait. Les infirmières s'occupent des gens, ceux qui s'occupent des enfants, les policiers qui surveillent les bâtiments publics ou qui font la circulation, les réparateurs et techniciens. Tous ces gens-là, ils sont pas menacés dans leur boulot par ChatGPT, hein. Même les chauffeurs, on a parlé longtemps de la voiture autonome, on n'a pas réussi à la mettre en place. Et pourtant, moi, j'y croyais. Je me disais, on va avoir un jour des voitures autonomes et plus de chauffeurs. Ça veut dire beaucoup d'emplois qui disparaissent. Mais en fait, c'est trop risqué, la voiture autonome. On n'y arrive pas. Et en particulier, l'un des problèmes, c'est la responsabilité juridique de l'accident. Parce que l'accident, il y en aura toujours. Une voiture autonome qui ne peut pas faire d'accident, on n'aura pas réussi à le faire. Et donc, ça pose tellement de problèmes juridiques. Qui est responsable derrière un accident que, ils ont renoncé quasiment tous à faire une voiture autonome. Voilà. Donc, non, ChatGPT ne va pas supprimer le travail, hein. Désolé. En tout cas, peut-être certains travaux de gens qui sont derrière leur ordinateur et qui tapent des trucs, mais pas le travail, voilà, j'ai envie de dire réel, concret. C'est pas vrai. Moi, je suis un prof. C'est difficile, mais bon, même un prof, hein, il va pas être remplacé par ChatGPT, hein. Je veux dire, on remplacera pas un cours de TD par un ordinateur, hein. Ah, donc, non, on- enfin, faut distinguer. Euh, comment dire, le travail de l'esprit, qui est l'apanage de tout le monde. Tout le monde peut penser, écrire des textes et tout, et c'est très très bien. En fait, c'est très démocratique. Et même maintenant, ChatGPT peut arriver à écrire des textes super bien. Finalement l'effort collectif qu'il faut pour qu'on puisse vivre. Et là, il faut des gens pour nous nourrir, il faut des gens pour nous faire des vêtements, pour nous construire des bâtiments. Et ça, voilà, c'est pas des œuvres de l'esprit, ça, c'est des choses concrètes.